Alors je pense que nos amis qui ont l'habitude de prendre des photos vont prendre des photos parce qu'il y a un sacré coup de jeune ici à ce comité Grand Lille. Bonjour et bienvenue à tous, je suis Sébastien Dupré et donc j'ai la chance d'animer ce comité Grand Lille aux côtés d'une équipe de complices et puis de Jean-Pierre Le Tartre qui prendra la parole dans quelques instants pour vous dire quelques mots d'introduction comme à son habitude. En fait, avec les quelques complices avec qui on a préparé cette séance, on s'est dit mais finalement on va parler du climat. Et pour parler du climat, il y a des gens qui vont vivre ces conséquences sur la planète plus longtemps que d'autres. Et donc on s'est dit que finalement c'était bien de faire venir des jeunes ici pour pouvoir adresser ce sujet. Et donc je souhaite la bienvenue à tous les étudiants de cette grande école de communication qui s'appelle l'ISTC, qui est une école à l'Institut catholique de Lille. Donc chers jeunes, bienvenue, bienvenue. Et bienvenue à Audrey, je vois, c'est bien, Audrey Linquel, qui est vice-présidente de la MEL, qui s'occupe de ce fameux plan climat qu'on avait entendu, qui s'installe là. C'est le comité Grand Lille, voilà, il n'y a pas de protocole ici. Bienvenue, bienvenue Audrey. Et ça me donne l'occasion de dire bienvenue à chacun et à chacune ici. On va passer une matinée dont on va vous parler dans quelques instants, mais je passe tout de suite la parole à Jean-Pierre. Bien, bonjour à tous. Au fond, vous rappelez qu'au dernier comité Grand Lille, on a parlé du climat, notamment avec le plan de la MEL, et sur la nécessité de travailler ensemble. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a maintenu le sujet, bien évidemment, parce que quoi qu'il arrive, dans notre monde, le réchauffement climatique, il continue d'avancer. Et même, peut-être, certains éléments qui se passent peuvent peut-être même l'accélérer, notamment lié à la crise énergétique et à l'utilisation d'énergie, plus d'énergie fossile. Donc oui, on doit en même temps, excusez-moi de ce terme, en cette période, on doit en même temps affronter des crises exceptionnellement graves et transformer nos organisations, nos entreprises, nos territoires. On a toujours le défi climatique, on a toujours le défi social, on a toujours les nombreux défis technologiques qui sont quelquefois aussi des opportunités. Et donc, on doit le faire en même temps. C'est ce que j'appelle la transformation dans l'incertitude. C'est déjà pas facile de se transformer, mais quand en plus l'environnement est incertain, ça l'est encore plus. Donc, on va traiter du sujet du climat parce qu'il faut en parler, mais bien évidemment, on aura aussi quelques propos avant de rentrer dans cette séance de travail sur ce qui se passe dans notre monde. La question du climat, c'est au fond d'abord une affaire de travail collectif, en fait. On n'y arrivera pas sans être tous ensemble sur le pont. Au fond, on a en face de nous une très grave crise qui, de toute façon, va se sentir de plus en plus. Et plus on mettra de temps à essayer de l'amoindrir, plus elle sera difficile à gérer. Et la question, ce n'est pas une question des énergies fossiles, du charbon, des grandes entreprises, c'est chacune et chacun d'entre nous, chacune de nos organisations. L'enjeu est tel qu'il y a une nécessité de travailler ensemble. Vous savez qu'ici, on est au comité Grand Lille et dans cette maison pour le la collaboration, la coopération, tout ce qui peut être collectif, là, c'est vraiment une nécessité. Si vous voulez, on est, au fond, on voit bien que dans cette période, on se mobilise très fortement quand il y a une crise grave, voire une guerre. Là, il y a une question de une guerre contre le réchauffement climatique. Et donc, il faut qu'on se mobilise. C'est la raison pour laquelle nous voulons, avec le comité Grand Lille, il y a une commission qui s'est créée, l'ensemble des acteurs, travailler en collaboration avec les acteurs publics. Audrey est là, j'ai vu Frédéric aussi, tout à l'heure on s'est salué avec Frédéric, je ne sais pas où il est, j'ai vu tout à l'heure, il doit être là. Il est où Frédéric? Voilà, salut Frédéric, voilà, avec REF3 et la région, les acteurs économiques, les acteurs sociétaux, il faut qu'on travaille tous ensemble sur cette question du climat. Il y a une nécessité de collaboration extrêmement forte et ça va être l'objet du travail aujourd'hui. Nous, ici, au comité Grand Lille, on est là pour accélérer le co. Vous
savez, il faut accélérer nos actions. En fait, on pourrait définir le comité Green comme un accélérateur de hein, de coopération, de connexion, de collaboration. Voilà ce qu'on va faire ce matin. Et merci à vous tous d'être là. Merci aux jeunes d'être là. Je pense que c'est une bonne idée de l'équipe de préparation de faire venir ceux qui sont les plus concernés par cette question. Parce qu'entre nous, c'est bien, mais alors je disais tout ce matin, j'ai quand même des petits-enfants, donc quand je les regarde, je pense au climat, mais un peu quand même. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est bien de travailler avec ceux qui sont directement concernés et un certain nombre, vous verrez tout à l'heure, d'inspirateurs aussi, hein, qui vont être extrêmement importants pour nos réflexions. Je voulais aussi, peut-être avant de laisser la parole à Sébastien, simplement faire un petit mot que vous avez sûrement vu, c'est au fond un peu de gaieté. C'est l'ouverture de Sérimania ce soir. Je vous le dis parce qu'on en a parlé ici plusieurs fois. Cette maison a contribué aussi au développement de Sérimania et notamment de l'Institut de formation. Je le dis surtout aux acteurs économiques dans cette salle. C'est quand même aujourd'hui un festival qui prend une ampleur tout à fait considérable, comme on l'avait un peu anticipé. C'est 3000 accréditations. À ce jour, ils ont vendu 25 000 places, 400 journalistes, beaucoup d'acteurs que vous verrez ce soir sur le tapis rouge. Franchement, j'aimerais bien que dans cette région, chacun d'entre nous puisse en parler avec beaucoup de fougue et de fierté. Parce qu'on est peut-être, grâce aux actions menées par toute l'équipe de Sérimania, aux acteurs publics qui ont soutenu Sérimania, aux acteurs privés aussi, même s'ils peuvent être plus nombreux, qui soutiennent Sérimania, ça peut être vraiment un phare de notre région en termes d'attractivité. On en a d'autres dans le domaine culturel. On va en avoir une de nos très grandes maisons tout à l'heure. Je le laisserai en parler, je vous en laisse sa surprise. Mais dans un autre domaine, Sérimania est aujourd'hui vraiment quelque chose d'important. Donc portez-y attention, parlez-en autour de vous. C'est très important. Et je rappelle que Sérimania, c'est aussi un acteur de développement économique extrêmement fort, puisqu'il y a des retombées économiques, non pas uniquement au moment du festival, mais aussi dans tout ce qui est le business en fait, de la série, qui est aujourd'hui un business extrêmement puissant. Voilà. Je voulais vous dire ça. Très bonne matinée. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne matinée de transformation dans l'incertitude, puisque c'est dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Sébastien, c'est à toi. Merci Jean-Pierre, on peut l'applaudir. Comme je vois des nouvelles têtes, je voulais juste vous dire quelques mots sur ce que c'est ce comité Grand Lille. En fait, il a été créé en 1993. On fêtera l'année prochaine les 30 ans du comité Grand Lille. C'est juste une idée de dingue. La réunion, en fait, de toutes les bonnes volontés sur un territoire, qu'ils viennent du monde économique, qu'ils viennent du monde public, qu'ils viennent du monde privé, qu'ils viennent du monde associatif, du monde académique, peu importe. L'idée, c'est de mettre nos blasons sur le côté. Certains disaient à une époque, on met les flingues au vestiaire. Et puis on bosse ensemble pour pouvoir faire progresser ce territoire. C'est assez unique. Beaucoup d'autres agglos, beaucoup d'autres villes sont venues voir ce qui se passait ici. Je n'ai pas connaissance de beaucoup de créations de ce type-là dans d'autres agglos. Et donc on a de la chance d'avoir sur ce territoire cette capacité de mettre les flingues au vestiaire et puis sur des sujets de se rassembler. C'est ce qu'on va faire. C'est la transition sur la thématique de ce matin. Vous avez reçu une invitation Plan Climat, on accélère ensemble. Donc, comme l'a dit Jean-Pierre, accélérateur de co. Et ce matin, surtout, on va passer à l'action. C'est-à-dire que nous allons suivre 2 séquences de travail où vous allez travailler. C'est pour ça que ne vous inquiétez pas, ceux qui sont là ici, dos à cet endroit. On ne va pas beaucoup utiliser cet endroit-là, puisqu'on va surtout se parler aux tables. Et c'est pour ça qu'on est content que les jeunes qui sont là aient pu se répartir, j'espère, de manière homogène sur toutes les tables. Notre séquence de travail commencera à partir de 8h30 avec Arthur Aubeuf. Je te remercie d'être là, Arthur. On a passé une soirée avec toi et quelques-uns hier soir qui était juste génial. Merci, moi, c'est l'échange qu'on a eu. Arthur, qui est cofondateur de Time for the Planet. On échangera aussi avec François Delaunoy. Je l'ai vu, François, je pense que tu es quelque part là-bas, qui pilote une action sur ces sujets chez Decathlon. Et puis, on travaillera. Mais avant... la coutume au comité Grand Lille, c'est de donner des nouvelles de ce qui se passe sur le territoire.
Et on va avoir quelques interventions. Je remercie Alexandre Bloch qui est là, le chef d'orchestre de l'Orchestre national de Lille. Je remercie au directeur du Théâtre du Nord d'être là aussi. Didier Gaudris nous parlera d'un projet dont on vous a déjà parlé au sujet de ce fameux tour de l'Eurométropole à vélo. Mais avant, on se disait que c'était impossible pour nous de ne pas parler de la question de l'Ukraine. Et donc, on va le faire tout de suite. Je propose à Étienne Mourmand, qui est consul d'Ukraine ici à Lille, de me rejoindre avec Fanny Lefebvre. Vous pouvez vous mettre là avec chacun un micro. Alors, Fanny, qui es-tu et pourquoi tu es là, toi ? Eh bien, bonjour à tous. Alors moi, je m'appelle Fanny Lefebvre, je suis directrice de la communication et des affaires publiques de la CCI Hauts-de-France, donc la Chambre de commerce et d'industrie. Et je suis là pour vous parler d'une opération qu'on a lancée à la CCI avec la région de France de solidarité pour les Ukrainiens. Étienne, toi, tu es qui ? Alors, moi, je suis consul honoraire d'Ukraine, chef d'entreprise, et également donc proche de tout votre milieu, bien évidemment, notre milieu. Et donc, je tiens à témoigner un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui là-bas en Ukraine et surtout l'accueil que nous pouvons faire aux Ukrainiens qui arrivent sur notre territoire. Merci. Fanny, tu nous dis quelques mots sur cette opération ? Oui, quelques mots pour faire très vite. Et je vous remercie déjà de nous laisser quelques minutes. Nous, ce qu'on a voulu faire à la CCI avec la région, c'est coordonner, être facilitateur de toutes les bonnes initiatives, les bonnes énergies du monde économique pour apporter une aide efficace, organisée et sécurisée aux Ukrainiens. Et concrètement, c'est un grand appel aux dons matériels et alimentaires. Comment ? Alors, quel type de dons, pour faire très vite ? 4 familles de produits ont été identifiées en fonction, bien sûr, des besoins. Alors, on recherche du matériel médical, des équipements de protection contre le froid, des équipements de couchage, des produits d'hygiène pour les femmes, pour les enfants, et puis, évidemment, des produits alimentaires non périssables. Comment donner ? Alors, c'est simple. L'organisation qu'on a mise en place, c'est qu'il suffit de déposer les dons des entreprises dans 7 lieux de collecte de la région qui ont été mis en place dans des entrepôts logistiques, donc en lien avec des grands logisticiens de cette région. Sur place, chaque entreprise donatrice est accueillie par les salariés de ces entreprises. C'est vraiment une belle histoire et aussi des associations de bénévoles. Et ils sont dans ces entrepôts. Il y a vraiment quelque chose qui se crée. Ils attendent aujourd'hui les dons. Ils ont tout préparé. Voilà, ils attendent vos dons pour envoyer. Ensuite, on va envoyer en fonction du volume de marchandises des 38 tonnes vers la Silésie, à la frontière ukrainienne. C'est un point de chute sécurisé qu'on a identifié pour, là encore, assurer, et c'est un point sur lequel on est très attentif, la traçabilité des dons. Je voudrais dire quelques mots avant de passer la parole à Étienne et puis te laisser continuer si tu avais encore d'autres choses à dire. Vous avez vu sur vos tables ? Il y a un petit drapeau ukrainien et puis vous avez un QR code. En fait, ici, à ce comité Grand Lille, on dit souvent ce qui est important, c'est pas de recréer des choses, mais c'est d'amplifier ce qui existe. Et donc, nous, notre thèse, c'est de dire, plutôt que d'inventer quelque chose, puisque vous vous doutez que dès le premier jour, Jean-Pierre m'a appelé en disant bah, « qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on prend une initiative ?» etc. Et puis très vite, ensemble, on s'est dit bah, « non, on va plutôt orienter vers ce qui existe. » Donc, si vous avez un téléphone et que vous savez vous en servir, je dis ça pour certains, vous flashez ce QR code et puis vous allez arriver sur l'interface de la Chambre de commerce qui est remarquablement bien faite. Allez-y, diffusez-le, ça permettra à tous ceux qui ont envie de s'y impliquer. Moi, j'aimerais bien entendre ce que le consul vit depuis maintenant 3 semaines, hélas. Ouais. Oh, ce que je vis, ce n'est pas le plus important, c'est ce que les autres vivent. Et c'est vraiment essentiel. C'est une situation absolument dramatique. Donc il y a un chapitre qui nous concerne tous en premier lieu, c'est de pouvoir apporter la meilleure aide possible. Alors ce qui est fait avec la Chambre de commerce, on peut s'en réjouir, d'autant que c'est assez fabuleux. Il y a une union pour réaliser cette opération qui est assez magistrale. Que ce soit la région, que ce soit le département, que ce soit la CCIR, que ce soit les chambres d'agriculture et des métiers, ainsi qu'un syndicat salarié. Donc je pense que là, il y a un mouvement fort de solidarité et globalement sur notre pays, on voit une solidarité qui est tout à fait exceptionnelle, qu'on n'a peut-être jamais connue. Et là, à ce titre, je tiens à souligner le deuxième aspect qui est le deuxième aspect le plus important en ce qui concerne l'accueil. On va avoir sur notre territoire un certain nombre d'Ukrainiens qui arrivent, qui ont commencé à arriver depuis une semaine, et ils sont dans une situation psychologique dramatique.
Je vois des cas tous les jours, on me remonte tous les jours des cas qui sont vraiment à pleurer. Et ça me prend toujours à la gorge quand j'en parle parce que c'est quelque chose qui est humainement insupportable. Dimanche dernier, à Saint-Omer, un bus est arrivé avec 80 personnes. Le lendemain, une des mères qui est arrivée avec ses 2 enfants, très jeunes, apprend que son mari a été tué et que de plus, eh bien, il avait été tué 8 jours avant, elle ne le savait pas. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres qui justifie absolument que l'on puisse apporter accueil et bienveillance. Il y a une façon de les aider. Ça ne se fait pas n'importe comment. Il ne faut pas penser que c'est simplement j'accueille chez moi et c'est tout. Non, parce que ça peut durer 15 jours, ça peut durer 6 mois, on ne sait pas. C'est également la mise en place de tout ce qui doit accompagner vraiment l'arrivée de ces personnes. Ce sont des mères de famille avec de jeunes enfants pour la plupart, ainsi que des personnes âgées de plus de 60 ans. Vous savez que les hommes sont tous mobilisés de 18 à 60 ans pour aller combattre, quelle que soit son origine, sa façon de vivre, etc. Tous sont mobilisés. Il y a une résilience absolument fabuleuse chez les Ukrainiens. Ils se battent, ils nous surprennent tous. On disait tous, je pense ici, je serais étonné que quelqu'un me dise on ne pensait pas que ça allait durer aussi longtemps. Qu'en 3 jours, compte tenu qu'on avait affaire à la 2e puissance militaire du monde, qu'en 3 jours, ça allait être bâclé. Eh bien non, ça fait 3 semaines et c'est loin d'être terminé. Voilà, alors ce que je rajouterai pour terminer, il me paraît vraiment essentiel. Vous allez parler aujourd'hui climat. Pensez un petit peu à la détérioration du climat que la conséquence du choix de la Russie, de Poutine, conduit. Alors on fait des efforts colossaux pour réussir à émerger, gagner un demi-point ou un point de 1 degré de ralentissement du réchauffement, et on voit une guerre avec des explosions, des risques très forts de conséquences nucléaires avec les centrales nucléaires qui sont sur le territoire. Vous en avez entendu parler. La plus grosse centrale nucléaire d'Europe a failli éclater. Il y a eu des bombardements juste quasiment dessus. Donc, je crois qu'effectivement, là, on a un sujet majeur. On va en parler beaucoup. Je sais qu'il y a les présidentielles qui vont prendre sur le plan médiatique le dessus sur l'actualité de tous les jours. Mais je crois qu'il ne faut absolument pas perdre de vue que ce conflit, il est très grave. Il peut nous conduire dans une situation les plus dramatiques qui soit. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et au-delà de mon petit rôle de tous les jours, je suis chef d'entreprise, j'ai oublié que j'avais une entreprise en ce moment. C'est la priorité pour l'accueil des Ukrainiens, pour donner à manger, parce que dans le fond, dans certaines villes d'Ukraine, ils n'ont plus de gaz, ils n'ont plus d'électricité et ils n'ont plus d'eau. Et quand on est à cette situation-là, eh bien, il y a aussi la faim. Et un certain nombre de villes se trouvent à avoir faim. Et je crois que ça interpelle. Ce que l'on fait avec la Chambre de commerce et tous les autres membres qui participent, ça rejoint complètement ce souci de pouvoir apporter de quoi manger dans les zones les plus terribles. Et il y a bien sûr ces 3 millions de personnes qui ont quitté tout, qui se trouvent à hauteur de 2 millions en Pologne, que l'on va accueillir très peu ici parce que leur choix n'est pas tellement de venir en France, il faut parler français ou bien il faut avoir quelques relations, et ça, il y en a très peu qui l'ont. Voilà. Merci. Merci Étienne. Fanny ?
Bon, je pense que les mots d'Étienne ont tout dit. Je voudrais le remercier pour son énergie à toute épreuve et son émotion montre bien, vraiment c'est important, que l'urgence humanitaire elle est importante, elle s'étend bien au-delà des frontières. Nous on adaptera l'opération au jour le jour en fonction des besoins, en fonction de la situation militaire. Voilà, et d'où l'importance que cet appel soit le plus largement entendu. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est un appel à destination des entreprises. Vous avez toutes les infos via le QR code et puis on vous remercie pour votre écoute ce matin. Merci à tous les deux. Alexandre et David, vous voulez me rejoindre ? Peut-être pour faire la transition, donc vous êtes tous les deux, j'imagine, confrontés, parce que y a-t-il des Ukrainiens ou des Russes, par exemple, à l'Orchestre national de Lille ? Alexandre ? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de nationalités. Il y a quelques Russes. Il n'y a pas d'Ukrainiens, mais il y a aussi beaucoup de pays de l'Europe de l'Est qui se sentent peut-être encore plus touchés que ce qu'on peut l'être nous. On l'est déjà beaucoup, mais évidemment, ça a remué beaucoup à l'intérieur de l'Orchestre national de Lille, tout à fait. On l'entend beaucoup, hein. Et puis des questions, j'imagine aussi, mais qui nous dépassent. Hein. Faut-il jouer, pas jouer, où aller jouer ? Enfin voilà. Donc j'imagine que tous les deux, vous devez être confrontés à ça. Il y a des artistes de ces nationalités aussi au Théâtre du Nord ? Bien sûr, le Théâtre du Nord invite de nombreux spectacles internationaux. Il s'avère là que toutes les recettes de toutes les premières du mois de mars ont été reversées à la Fondation de Lille pour venir en aide aux Ukrainiens. On passe une partie de nos nuits à essayer d'apporter des produits de première nécessité en Ukraine, avec notamment le milieu culturel polonais qui s'est extrêmement fortement mobilisé. Et donc si on a évidemment une pensée et qu'on se tient prêt à accueillir, notamment à l'école, des jeunes étudiants ukrainiens, on a aussi une pensée pour les artistes russes qui me disent: dites bien à nos amis que nous sommes impuissants, dites bien que nous sommes otages dans notre propre pays. Donc je pense que la question de jouer ou ne pas jouer se pose pas ou se pose peu. Se positionner contre Poutine et contre la guerre, c'est souvent au détriment de leur propre travail, de leur propre argent, de leur propre famille et peut-être même de leur propre vie. Merci en tout cas. Et si ça vous va, David, je vous propose de commencer avec vous. Donc vous êtes le directeur du Théâtre du Nord. Vous êtes arrivé il y a une petite année, c'est ça, l'été dernier ? Oui, à plein temps depuis septembre, donc fraîchement arrivé sur le territoire. Je suis originaire de Normandie. Je suis metteur en scène de théâtre, de danse, d'opéra et de cinéma. Et alors, quelle est l'actualité de ce Théâtre du Nord ? Quelles sont les bonnes nouvelles que vous venez nous annoncer ? Eh bien, peut-être vous présenter le théâtre. Ce théâtre, c'est un centre dramatique national. Il y en a 38 en France. Il naît de la volonté d'un ministère de la Culture à peine naissant de faire confiance à la création pour réparer une population après-guerre. Aujourd'hui, cette mission, elle est encore complètement d'actualité. La culture peut nous permettre de nous réunir, de nous reconnaître dans l'autre et de transformer une population par essence diversifiée en peuple. Eh bien, la mission, c'est celle-ci. C'est de faire confiance à la création, de mettre la création au cœur des territoires, au cœur des régions. Dans les Hauts-de-France, ce CDN, c'est le Théâtre du Nord. C'est 300 dates de spectacles qui rayonnent partout en France et à l'étranger. C'est 150 levées de rideaux pour des spectacles, une proposition très diversifiée à la population. C'est le Théâtre du Nord, c'est le théâtre sur la Grand Place que vous connaissez, vous êtes tous passés devant, un lieu d'exception qui est ouvert à vos initiatives, éventuellement à des soirées pour mener vos propres projets. Le théâtre peut se privatiser, mais aussi peut-être, et c'est l'intérêt, je crois, de ma présence ici, c'est de vous proposer de relier le monde du travail que vous représentez et le monde de la culture que nous représentons. Et retrouver un lien comme ça avec les travailleurs, avec vos salariés, avec vos partenaires, et de pouvoir passer une soirée au théâtre et en même temps pouvoir bénéficier d'une soirée complète avec un repas, enfin voilà, un moment un peu privilégié qui nous permette de ne pas perdre le lien entre le monde et la culture. Le Théâtre du Nord, c'est aussi un lieu à Tourcoing qui s'appelle l'Idéal, qui est un lieu à la périphérie, implanté au cœur d'un quartier populaire, et où se joue
bien sûr de la programmation de spectacles, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, des actions culturelles à la faveur de populations la plus éloignée d'une pratique culturelle commune. Donc avec tout un ensemble d'actions de lutte contre l'illettrisme, de se servir du théâtre pour revaloriser l'estime de jeunes qui sont déscolarisés, qui sont sortis de la route. Et donc on essaie de se servir du théâtre pour les ramener sur voilà, leur apprendre main dans la main avec l'éducation nationale qui apprend à lire, compter, écrire, peut-être leur apprendre à parler et à écouter. Et puis le Théâtre du Nord, c'est aussi un atelier. On mène de nombreuses productions, de nombreux spectacles. C'est une force d'emploi sur le territoire absolument colossale. Donc bien sûr, il y a des équipes permanentes nombreuses, mais il y a aussi tout un tas de techniciens et d'artistes sur l'ensemble du territoire qui sont employés. C'est une économie directe qui est assez conséquente, mais une économie indirecte qui a des effets sur la restauration, sur l'hôtellerie, sur le transport. Et puis des décors avec un très très bel atelier de construction au bénéfice des productions de la maison, mais aussi au bénéfice d'autres productions et d'autres opéras. Et puis enfin, le Théâtre du Nord, c'est une école qui va faire naître demain les talents qui vont animer les scènes de France, qui vont animer les écrans de demain. Et c'est des jeunes que j'ai absolument voulu diversifier dans leur profil. Que cette jeunesse-là, qui sera le visage de la culture de demain, ressemble à la population d'aujourd'hui. Et là aussi, on peut peut-être se rencontrer à l'endroit de la taxe d'apprentissage que vous pouvez reverser tout ou partie à l'endroit de l'école et m'accompagner comme ça à diversifier la culture de demain afin qu'elle puisse être plus responsable en ce qui concerne l'idée d'une culture commune, qu'elle puisse représenter la population dans son ensemble et ne plus exclure une partie de la population. Le Théâtre du Nord, enfin, défend un certain nombre de valeurs. Ces valeurs sont celles de l'égalité. Égalité entre les hommes et les femmes par une programmation absolument paritaire et un juste partage des moyens de production entre artistes hommes et artistes femmes. Vous le savez, l'économie a une incidence sur l'esthétique. Donner peu de moyens aux femmes et plus de moyens aux hommes fait que les femmes font des petits décors, donc souvent des espaces domestiques, et que peu de moyens, ça veut dire peu d'acteurs et d'actrices au plateau, et donc souvent des récits qui sont plutôt liés à la famille, à l'intimité, au couple. Voilà, cette espèce d'assignation sur les récits que l'on autorise aux femmes, je crois que c'est sur des questions de production que l'on peut agir dessus. Égalité aussi à l'endroit de la diversité, à l'endroit des artistes, quelle que soit leur couleur de peau, avec vraiment un fort volontarisme en matière de représentativité et d'offrir à la population des modèles positifs de sa grande et belle diversité. Égalité à l'endroit de l'accessibilité, par tout un jeu d'actions, on en a parlé un petit peu, mais sur essayer de toucher des gens qui sont très fortement éloignés de la pratique culturelle commune, de les réimpliquer et de permettre aussi l'accessibilité aux personnes en situation de handicap par l'accessibilité des bâtiments, bien entendu, mais aussi des œuvres, par des traductions en langue des signes française, par de l'audiodescription, etc., du spectacle vivant. Et puis égalité, et c'est là où on se rejoindra aujourd'hui sur la thématique d'aujourd'hui, égalité entre celles et ceux qui vivent aujourd'hui et celles et ceux qui vivront demain, par tout un tas d'engagements que le théâtre prend afin d'être exemplaire en matière de développement durable et vraiment dans une logique de RSO. Bien entendu, la culture n'a pas un lourd impact, en tout cas pas un théâtre, n'a pas un lourd impact sur la planète. Mais par contre, sa puissance symbolique à agir sur les consciences et à modifier les pratiques nous oblige à une responsabilité et à une forme d'exemplarité et peut-être ouvrir des voies que d'autres emprunteront également. Eh ben, bravo, chapeau pour ce pitch. Vous avez vu les communicants là, j'ai rarement vu un pitch comme ça, bien structuré, sans notes, sans rien. Bravo, merci. Moi, je fais votre connaissance, donc je suis ravi de découvrir. Allez au théâtre, voilà, très bien. Merci David. Alexandre, l'orchestre. Après ça, moi, je parle pas. Hein, Oui. Non, en plus, nous, en ce moment, on fait des concerts tous les soirs. J'étais hier à Valenciennes. Moi, si c'est trop tôt le matin pour parler comme ça, je peux pas. Je suis désolé. Merci d'être là. Quand on s'est rencontrés, en fait, l'orchestre repart en voyage. Tout à fait. Même si les éléments peut-être peuvent être contrariants, mais
Cette volonté de repartir en voyage, elle ressemble à quoi? Tu nous expliques? Il faut savoir que, bon, vous le savez tous, l'Orchestre national de Lille, c'est évidemment ça a toujours été un grand patrimoine culturel de notre région. Je disais, voilà, cette semaine, on a des concerts tous les soirs. On était au début de semaine à Lille, hier, on était à Valenciennes. Là, je vais partir à Soissons. Demain, on sera à Saint-Amand-les-Eaux. On continue à Dunkerque. Depuis 40 ans, l'orchestre a visité presque 350 communes dans la région et continue de le faire, bien sûr, on retourne. Donc ça, c'est vraiment un ancrage très très fort dans le territoire qui fait que, je pense que quasiment tout le monde dans la salle et surtout aussi tous vos collègues dans les entreprises ou dans les écoles connaissent l'Orchestre national de Lille, même s'ils n'ont même pas été à un seul concert, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même une grande force de l'orchestre. Et qui a permis aussi de développer son répertoire symphonique dans une grande excellence aussi, et de pouvoir participer à l'attractivité justement de notre territoire, et puis surtout au rayonnement. Alors, de plusieurs manières. Vous en parliez, nous sommes allés, alors depuis la création de l'orchestre, alors je dis nous, moi j'y étais pas parce que l'orchestre est créé depuis 43 ans, mais l'orchestre a visité 32 pays sur 4 continents. Dernièrement, nous sommes allés au moment du Brexit, justement avec Sébastien et avec Jean-Pierre, dans une tournée en Angleterre, qui a permis de se déplacer, de faire ce qu'on appelle de la diplomatie culturelle, donc d'emmener un orchestre de 100, 110 musiciens, je crois, nous étions pour ce programme-là, et d'emmener avec nous une soixantaine d'entreprises qui sont venues à Londres, justement échanger avec des entreprises anglaises pour faire du business autour d'un concert symphonique, autour du déplacement d'une grande force, d'une grande phalange d'un orchestre national français. Et voilà, j'ai envie de croire que cette diplomatie culturelle est très importante. C'est la force qu'on peut faire en termes d'attractivité pour notre territoire. Moi, je le fais aussi, puisque je suis aussi ambassadeur de mon orchestre et donc de mon territoire. Je ne suis pas seulement à l'Orchestre national de Lille, je suis invité dans d'autres orchestres un petit peu en France, surtout en Europe et dans le monde. Il se trouve qu'on a fait le choix aussi à l'Orchestre national de Lille, un petit peu en lien avec le thème que vous avez aujourd'hui, de privilégier les tournées que nous pouvons avoir, en plus de nos tournées régionales, sur le territoire national et sur le territoire, j'ai envie de dire européen, bon, on est allé en Angleterre, mais voilà, pour privilégier aussi des modes de déplacement qui ne sont pas par les airs, justement, mais voilà, pour être aussi éco-responsable vis-à-vis envers le climat. Et du coup, nous envisageons 2 autres tournées très prochainement. Nous allons partir l'année prochaine, la saison prochaine, en Autriche, au festival de Salzbourg, un festival très réputé, et partir aussi en Allemagne au détour de ce festival. Et en 2024, nous retournerons, nous sommes invités justement par les grandes salles qui nous avaient invités la dernière fois, en Angleterre. Je pense que c'est aussi une marque de prestige, en fait, de se faire inviter par des grandes phalanges de ce répertoire, des grandes phalanges de ce monde symphonique qui ont été vraiment séduits par les performances que nous avons faites, qui ont été aussi séduits par le changement numérique que nous avons opéré dès 2015, qui nous a permis de survivre assez fortement durant cette crise Covid que nous venons que nous sommes en train de finir, on espère, de vivre, puisque l'orchestre était doté de matériel audiovisuel très puissant, et ça nous a permis, au moment où nous ne pouvions plus accueillir du public, d'appuyer sur un bouton concrètement et d'être sur YouTube. On a plus d'1 million de visiteurs sur YouTube, on a beaucoup d'abonnés, c'est devenu aussi une vitrine de l'ONL, et voilà, je suis là vraiment pour vous parler de ces tournées internationales de l'orchestre, parce que c'est un petit peu ça le nerf de la guerre aujourd'hui aussi d'une entreprise, c'est aussi de trouver une manière de faire, d'abord de rayonner, mais aussi de faire du team building à l'intérieur de son entreprise. Ce team building, il est important aussi. Alors, vous nous aviez suivis, vous ne nous avez pas suivis dans toutes les villes. Il se trouve que dans certaines villes, on avait vraiment aussi mobilisé tous les acteurs locaux qui nous accueillaient, et
certains collaborateurs de l'orchestre pour aller faire un footing le matin avant le concert, pour aller aussi trouver un moment chaleureux après les concerts. Voilà, ce sont des moments qui paraissent très conviviaux, mais qui finalement permettent d'effectuer du lien entre les villes et aussi justement en accompagnant les entreprises qui peuvent nous accompagner. Alors évidemment, ce budget-là est à part du budget de l'Orchestre national de Lille, parce que tous les orchestres, en fait, aujourd'hui, il y a eu un grand changement dans ce système de tournée internationale qui se fait de plus en plus rare, mais qui pour moi est vraiment important sur les échanges culturels. Lorsque je vais visiter un autre monde, j'appelle ça, lorsque je vais visiter un autre orchestre, que je suis invité dans un autre pays, dans une autre partie du globe, on découvre des nouvelles manières de penser, on découvre des nouvelles manières de vivre, un art d'une autre culture. Et cet échange, c'est ça qui fait la richesse de notre monde aujourd'hui. Et le fait d'amener justement le territoire des Hauts-de-France justement un petit peu ailleurs, c'est voilà, quelque chose qui me paraît important et c'est ce que je suis venu présenter aujourd'hui. Merci Alexandre, on le sait, hein, puisque allez-y. On le sait à quel point cet Orchestre national de Lille est certainement un des tout premiers, avec le Théâtre du Nord certainement aussi, mais en termes d'envergure là-dessus et sur votre capacité. À chaque fois qu'on va dans une ville, tu le dis, on en profite pour inviter aussi des contacts et puis créer de la relation et puis faire du commerce. Je vois Christophe Ribaud, là, qui a longtemps dirigé Lille Agency, tu as l'habitude de ça, et un certain nombre d'entre vous connaissent très bien ça. Merci Alexandre, merci David d'être venu nous rendre visite ce matin. Didier, tu viens nous parler du vélo. Jean-Pierre Le Tart, il a le droit de parler quand il veut. Donc vas-y Jean-Pierre. J'ai le droit de prendre la parole quand j'ai envie. Dans la continuation de ce qu'on a dit, merci à nos deux lumières aussi, hein, de la métropole. Merci Alexandre. Non, pour revenir un peu sur l'Ukraine, on en parlait là juste un instant. Il va y avoir une question qui va être le travail en fait de ces Ukrainiens. Donc il va falloir peut-être qu'on voit comment on peut faire diffuser des offres et des demandes d'emploi. Le consul me disait qu'il n'y a pas de problème de carte de travail parce qu'ils ont un droit de séjour de 6 mois et donc ils ont le droit de travailler avec ça, hein, en fait. Hein, donc il n'y a pas de problème administratif. Et donc là, je ne sais pas comment il faut qu'on fasse, mais en tout cas ceux qui seraient prêts à voir comment on peut organiser là aussi la connexion entre les entreprises et les Ukrainiens pour qu'ils trouvent un travail. Oui, Audrey, tu veux ajouter quelque chose ? Excusez-nous, c'est en direct. Hein. Je vais te passer un micro, Audrey. Merci. Ouais, je me permets de rebondir sur le droit, Audrey, t'as le droit. Parce que Monsieur le Consul le sait, on a eu un très très bel accueil des Lillois. Et quand je dis des Lillois, c'est au sens du Grand Lille. Du Grand Lille, la grande commune en fait. La grande commune de Lille. On a aujourd'hui presque, allez, on va dire 4000 places de disponibles chez l'habitant. Donc il faut mesurer ce que ça veut dire hein, pour accueillir des Ukrainiens. Et c'est pour ça que j'ai levé la main, surtout des Ukrainiennes, parce que comme vous l'avez dit, les hommes sont au combat. Malheureusement, certains d'entre eux sont déjà tombés. Donc ce sont surtout des femmes que nous accueillons. À Lille, on a là déjà plus de 300 personnes hébergées dans des familles. Donc de Lille et des environs, on a encore une cinquantaine de personnes là, qui sont arrivées cette nuit et qu'on va mettre en relation cet après-midi avec leur famille d'accueil. Et donc, ce sont principalement des femmes. Je pense que, évidemment, leur préoccupation première, là, c'est de se reposer, c'est de se requinquer autant que faire se peut. Mais si ça dure, c'est effectivement des femmes qui sont en situation de travailler, qui ont le droit de travailler, qui souvent viennent avec leurs enfants, mais on s'occupe aussi de la scolarisation. Donc, on a déjà commencé à scolariser les enfants qui sont en âge d'être scolarisés. Donc, s'il y a effectivement des entreprises qui sont disponibles, les femmes savent... ça a été dit notamment par David Bobet, savent tout faire aussi. Hein, voilà. Aucun métier n'est assigné à la gente féminine, mais je voulais quand même préciser cela parce que voilà, c'est important. Et puis en tout cas, merci à tous ceux. Il y a peut-être des gens parmi vous qui se sont manifestés parmi les familles d'accueil. Moi, j'ai vu quelques noms connus, enfin qui me sont familiers en tout cas. Donc merci à tous. Voilà, peu importe le moyen par lequel on se mobilise, l'important c'est de le faire. D'accord, merci Audrey. Donc, merci Audrey. On travaille cette question de bourse.
C'est difficile pour nous de faire les transitions là-dessus parce qu'on passe de sujets un peu graves avec des sujets plus joyeux. Mais ainsi va la vie finalement. Et puis je pense qu'il faut que la vie continue. Toi, tu nous parles d'un sujet très joyeux, hein, Didier. Le vélo. Joyeux, mais je rebondis, je vais faire la transition parce que je te connais par cœur. Tu vas me demander de pédaler plus vite pour rattraper le retard. Donc je te rassure, je vais faire encore plus vite que d'habitude. Il est trop fort. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur la solidarité, monsieur le consul et Madame Audrey Lincolnel, je vous rassure, le club gagnant, qui est un club à mission, est prêt à vous aider. Et je te propose quelque chose, Sébastien, puisque tu copilotes avec moi et l'Eurométropole cette belle initiative du Tour Vélo de l'Eurométropole, c'est de rouler malin et de rouler solidaire. Voilà. Je te propose de travailler là-dessus dans les prochaines semaines. À fond. Ok. À fond, on y va. Pour l'Ukraine, bien évidemment. Rouler malin pour l'Ukraine. Alors, en 2 mots, Kesako, donc Carré Bleu Bike Tour, en français dans le texte, comme on dirait, 3 acteurs territoriaux, l'Eurométropole Lille-Courtrai Tournai, que beaucoup de jeunes, j'imagine, ne connaissent pas, le club gagnant et le comité Grand Lille s'unissent pour une première. Une première, c'est faire découvrir à vélo, le long des berges, 90 km, et en réalité c'est 97 parce qu'on l'a fait à 2 tous les deux. Donc 97 km, le long des berges, 6 cours d'eau, 24 villes traversées, 14 françaises, 10 belges, donc wallonnes et flamandes. Une beauté extraordinaire. Voilà. Et là, on est en plein dans le plan climat, parce qu'on découvre des choses très belles, on roule, là aussi, c'est bon pour la planète. Donc ça n'a que des vertus. Voilà. Alors moi, j'appelle les partenaires à nous rejoindre, parce que forcément, sur une opération comme ça, on a besoin de toutes les bonnes volontés. On a déjà beaucoup de monde, donc il y en a beaucoup dans la salle qui ne sont pas encore sur la photo, donc j'ai les noms, attention. Donc maintenant, il faut monter sur scène pour être sur la photo. Voilà. Et si vous avez un petit doute, en tout cas, vous penserez à moi, n'oubliez pas, le carré bleu, c'est le CBBT. CB comme c'est carrément bon pour ma marque et mon enseigne. Voilà. Et le BT, c'est bordel. Excuse-moi, on peut y aller. Tu m'as dit qu'on pouvait. Hein. Bordel, c'est top. Donc, c'est BBT. Donc, vous penserez à ça pendant ce week-end et vous direz, il faut que j'y sois. Quoi, parce que rouler malin, rouler pour la planète et maintenant rouler solidaire et découvrir notre Eurométropole et surtout la faire vivre parce qu'on aimerait bien que ce soit le point de départ d'opérations beaucoup plus régulières et qu'on parle de cette Eurométropole comme on parle de celle de Strasbourg qui régulièrement fait des événements avec l'Allemagne. Voilà. Donc, merci Didier, merci. Alors je complète juste avec une information pratique que tu as oublié de dire. Dimanche 26 juin, on est tous sur nos vélos pour faire ce tour de l'Eurométropole. L'objectif, c'est que nous soyons 3-4 000 pour cette première édition. Nous serons tous ensemble avec des Belges, des Français. Il y aura des guinguettes tous les 3 km. L'objectif, c'est de faire la fête. Si vous voulez mettre 2 jours pour faire les 90 km, ça ne pose aucun problème. On demandera aux villes de pouvoir prolonger de 24 heures. Mais je le dis comme ça, l'idée qu'on a eue à quelques-uns quand on a voulu créer ce tour de l'Eurométropole à vélo, c'est qu'il soit joyeux, festif, et vous savez, et populaire, merci de le dire. On dit souvent, hein, dans cette métropole transfrontalière, on se croise avec nos voisins belges, mais on se rencontre peu. Là, l'objectif, c'est de créer la rencontre. Donc le vélo, c'est un moyen pour que, entre Français et Belges, on puisse se rencontrer, boire des bières, il y aura des frites, de la mayo, des jeunes, des vieux, et ça va être chouette. Dimanche 26 juin, moi je veux vous voir tous là avec vos smartphones en train de le mettre dans votre agenda. Prenez votre vélo et ce sera chouette. Quelques sponsors sont déjà là. Vous allez voir qu'on va vous annoncer dans quelques jours qui va être le grand sponsor de ce projet. Je pense que tout le monde sera content. Il y a encore de la place. Allez-y parce que tous les sponsors qui rejoignent cette aventure nous disent « c'est top pour ma marque employeur ». Toutes les valeurs que vous véhiculez correspondent à ce que je veux faire comprendre de mon entreprise. Voilà, merci Didier. Je t'en prie. On peut l'applaudir. Arthur, tu nous rejoins avec Garance. Garance, tu es là aussi, voilà. Il n'y a pas de jingle pour... Non, si, voilà, merci. Ça donne un côté un peu... voilà. Bon, on a un quart d'heure de retard, mais c'est pas grave, hein, parce que je pense que c'est ça aussi le comité Grand Lille. On se laisse faire par cette actualité. On est vraiment très très heureux, Arthur, de t'accueillir ce matin.
On a passé une soirée avec toi hier, enfin, je l'ai dit tout à l'heure, moi qui m'a beaucoup touché. On va passer là une petite demi-heure avec toi pour que tu nous expliques d'abord qui tu es et puis l'aventure de Time for the Planet. Mais je passe la parole à ma complice Garance. Qui es-tu, Garance, d'abord? Moi, je suis Garance, je travaille dans une entreprise du Nord qui s'appelle Rabot-Tilleul sur des sujets de transformation. Et je suis très touchée par le climat, personnellement, et bien évidemment aussi par rapport à mon métier et aux enjeux qu'on a à relever d'un point de vue industriel, j'ai envie de dire, au sens très large. Et on est très très content de recevoir Arthur ce matin. Et Sébastien et moi, on est doublement plus contents, parce qu'on est tous les deux associés de Time for the Planet. Et on se demandait du coup qui dans la salle est associé de Time for the Planet. Est-ce que ceux qui sont associés pourraient lever la main? Voilà, donc ça se répand doucement. Et du coup, pour tous les autres, Arthur, est-ce que tu peux nous partager un peu cette expérience Time for the Planet? Avec plaisir. Bonjour à toutes et tous et merci de me recevoir. Du coup, pour la petite histoire, on est 6 entrepreneurs à l'origine de Time for the Planet. Donc on a tous monté des boîtes dans différents secteurs depuis une dizaine d'années. Et on n'est pas des experts du climat, on n'est même pas vraiment des écolos de base. Mais il y a 4-5 ans, comme un peu plein de gens, on s'est pris la gifle de l'urgence climatique et ça ne nous a pas fait du bien au début. Donc on s'est demandé comment on pouvait agir. Et agir d'abord en tant que simple citoyen. Et en fait, ce qu'on voit très vite, c'est qu'on est en face du plus grand challenge de l'histoire de l'humanité. Et nous, en face, on s'achète une trottinette et on voit bien que ça ne va pas suffire. Donc on s'est dit, quel outil est-ce qu'on pourrait utiliser? Et en fait, on a eu cette conviction commune qui nous a fait nous rejoindre avec mes associés que l'entreprise pouvait être un outil formidable parce que par définition, les entreprises transforment nos modes de vie à très grande échelle. Et en fait, c'est précisément le sujet. Donc on s'est un peu lancé ce pari. On s'est dit, est-ce qu'on peut imaginer une entreprise qui soit entièrement paramétrée et pensée de A à Z pour permettre à n'importe qui d'élargir son rayon d'action pour le climat et d'avoir le plus gros impact possible. Et en partant de ça, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on est allé rencontrer des scientifiques, parce qu'on n'est pas du tout scientifiques, et on leur a dit, bon, on commence à bien comprendre les problèmes, maintenant parlez-nous des solutions. Et à chaque fois, ils nous ont dit la même chose. On va avoir besoin de 2 choses pour faire la transition. De sobriété, ce sera inévitable, et d'innovation, pour faire moins et pour faire mieux. Et là, le vrai constat qui fait le démarrage de Time for the Planet, c'est qu'à chaque fois, ils nous ont dit que les innovations majeures et structurantes dont on a besoin pour décarboner l'économie, elles existent déjà toutes. Elles sont toutes là. Mais le vrai sujet, c'est qu'elles ne passent pas à l'échelle mondiale. Et la raison pour laquelle elles ne se déploient pas, c'est qu'elles ne sont pas portées par des entrepreneurs. Elles sont portées par des gens qui sont des scientifiques, des ingénieurs, des chercheurs, qui sont des innovateurs. Et trouver un modèle économique, faire en sorte que leur innovation elle se déploie, qu'elle passe dans nos quotidiens. Tout ça, ce n'est pas leur métier. Et c'est pour ça que nous, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on connecte ces gens-là avec des entrepreneurs qu'on côtoyait par ailleurs et qui sont en recherche de sens, qui ont envie de donner du sens à leurs compétences entrepreneuriales et à leur vie de manière générale. Ils ont eu des belles carrières. C'est des gens qui ont vraiment cette expertise-là. Donc ce que fait Time for the Planet, en gros, c'est hyper simple. Notre mission, c'est de déployer 100 innovations majeures pour décarboner l'économie le plus vite possible et le plus largement possible. Et comment on le fait? On co-construit, on co-crée des entreprises avec des innovateurs qui portent des innovations structurantes et des entrepreneurs chevronnés qui doivent déployer ces innovations. Nous, on vient cofonder la boîte et injecter de l'argent pour accélérer et maximiser ce déploiement. Sauf que ça, on ne peut pas le faire tout seul avec nos petites mains. C'est pour ça que la première chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est structuré comme un mouvement citoyen qui permet à n'importe qui de rejoindre l'aventure, de devenir actionnaire, copropriétaire et de participer au déploiement de Time for the Planet. Donc aujourd'hui, on a 43 000 associés, donc 43 000 personnes qui ont investi de l'argent et qui participent à faire grandir Time for the Planet en France. Et l'objectif, c'est qu'on soit partout dans le monde et le plus nombreux possible parce que ça repose sur chacun d'entre nous. Et on est convaincu que c'est comme ça qu'on pourra faire quelque chose de très gros qui aura vraiment de l'impact. La deuxième particularité de Time for the Planet, c'est que on sait à quel point c'est difficile déjà de créer une boîte. Là, on parle d'en créer 100. Donc pour nous, il faut absolument qu'on mise sur la coopération à très grande échelle et qu'on sorte du paradigme de concurrence. C'est pour ça que nous, on met les boîtes de Time for the Planet en open source. Donc ça veut dire qu'on crée des licences libres. Et ces licences libres, elles donnent le droit gratuitement de copier-coller des innovations de Time for the Planet partout sur la planète, justement, et de les commercialiser. Et en échange de ça, il y a certains devoirs, notamment le devoir de repartager ses propres améliorations avec l'ensemble des possédants de la licence, ce qui permet de faire une R&D à grande échelle et de mutualiser aussi le fait d'ouvrir les marchés. Et le devoir de repartager son impact en tonnes de gaz à effet de serre non émises ou captées. Et ça fait le lien avec le troisième et dernier point. Time for the Planet, c'est une entreprise commerciale, mais à but non lucratif.
La raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'on a choisi de rémunérer nos actionnaires en dividendes climat, c'est-à-dire en tonnes de gaz à effet de serre non émises ou captées, pour qu'ils puissent mesurer directement l'impact de leur argent qui travaille au sein de Time for the Planet, non pas au service de leur patrimoine, mais au service de l'impact carbone. Et donc aujourd'hui, ces gens qui investissent dans Time for the Planet, ils reçoivent tous les ans le nombre de tonnes de gaz à effet de serre non émises ou captées grâce à leur argent. Voilà, pour Time dans les grandes lignes. Merci. Et on sent bien dans tout ce que tu nous racontes qu'il y a beaucoup de nouveautés dans la façon dont vous fonctionnez. Et vous avez réussi à fédérer une grosse communauté. Hein, tu disais plus de 40 000 associés à ce jour, en 3 ans. 2 ans. 2 ans. En 2 ans. Donc, et ici aussi, on est une communauté locale et qu'on essaye de fédérer. Et on va travailler dessus tout à l'heure. Et on se pose des questions sur comment vous avez réussi à fédérer cette communauté avec tous ces nouveaux concepts que vous mettez en place. Alors je sais que tu dis qu'il faut à peu près entre 3 et 4 mois entre le premier contact avec Time for the Planet et le geste d'aller devenir associé. Mais voilà, comment vous arrivez à mettre tout ce monde-là en mouvement autour de ce sujet? Moi, je crois qu'on se pose juste la question pourquoi? Pourquoi on se lève tous les matins? Pourquoi est-ce qu'on travaille tous en consacrant des années entières de nos vies à quelque chose? Et à quoi ça doit servir? Et où est-ce qu'on va tous ensemble? Et en fait, c'est un peu le sujet, c'est une histoire de projet de société. On n'a plus trop de projets de société, on en parlait hier, mais c'est vrai qu'il y a 50 ans, quand on disait à un gamin c'est quoi 2020 ? Tout le monde nous parlait de voitures volantes, de gratte-ciel tellement haut qu'on n'en verrait plus le sol, d'énergie infinie. Bon, déjà, on n'y est pas. Et maintenant, quand on demande à un gamin c'est quoi 2080, il vous dit survivre. En fait, on n'a plus de projet de société. On ne sait pas du tout où on va, on ne sait pas pourquoi on se lève, on ne sait pas pourquoi on consacre autant d'énergie, autant d'heures de nos vies. Forcément, ça ne nous motive pas et ça ne nous donne pas envie de nous engager ou de faire des choses. Nous, on s'est juste dit, essayons déjà de nous poser la question en tant que citoyen à notre échelle, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, à quoi je veux servir et de quoi je veux être fier plus tard. Et en partant de ça, on a juste créé un truc pour nous et dans lequel certaines personnes se reconnaissent et nous rejoignent. Et je pense qu'une communauté, c'est une croyance commune. Et nous, notre croyance, c'est qu'il faut qu'on marie l'écologie et l'économie maintenant, si on veut réussir à faire la transition. On a 10 ans pour avoir inversé la courbe des émissions. Donc il faut se bouger le cul sévère. Et pour nous, il faut absolument qu'on ait cette croyance fédératrice. Alors justement, tu vois, là je vois dans mon champ de vision Alexandra, qui est une de nos complices du comité Grand Lille, qui nous envoie ce matin une étude publiée par un groupe que je ne connaissais pas, mais qui s'appelle le Carbon Disclosure Project. Tu connais? Non. Bon, ils disent seulement 1% des entreprises présentent un plan de transition énergétique crédible. Oui. Mais qu'est-ce qu'on fout là Comment tu interprètes ça, toi? C'est pas évident et on le comprend aussi. Hein. Enfin, on a tous aussi été chefs d'entreprise à notre échelle, mais c'est clair qu'il y a plein de challenges à relever. Il y a des gens à faire manger, il y a des salariés à garder en sécurité. C'est hyper difficile de manager en même temps avec un certain nombre de problématiques. Moi, je pense qu'il faut amener ça avec un autre angle. Il faut se dire, nous on aime bien dire qu'il faut apéroiser la lutte contre le dérèglement climatique. En fait, il faut le voir comme une opportunité, une manière de fédérer les gens, une manière de faire des choses ensemble. Je vais boire un verre d'eau parce que je vais crever. J'ai plus d'eau. Hop. Je vais te servir, comme ça tu peux continuer. Allez, merci. Et donc nous, notre idée, c'est vraiment de se dire que, effectivement, pour mobiliser les boîtes, il faut qu'elles le voient non plus comme une contrainte, mais comme une opportunité. Et c'en est une en réalité, parce qu'il va falloir qu'on réinvente un certain nombre de choses, un certain nombre de modèles, et ça va passer aussi par les challenges auxquels on est obligé de faire face. Donc on va pouvoir restructurer un certain nombre de choses si on se sort du paradigme de la contrainte, je pense, et ça peut aussi être extrêmement bénéfique. Je vois pour plein de boîtes sur la marque employeur, par exemple, c'est un exemple parmi plein d'autres, c'est hyper important qu'on soit capable de dire, oui, nous on est engagés, on va dans le bon sens, et les gens qui travaillent chez nous et qui vont consacrer 100 000 heures en gros, parce que c'est le nombre d'heures qu'on travaille dans une vie à cette activité, ils savent que ça ne va pas, en parallèle de ça, niquer leur futur, et que ça fait sens, plutôt que d'aller faire une grande sieste de 100 000 heures. Apéroiser le changement climatique, c'est une formule de com, ça? Ah, c'est dans le dictionnaire, ça a été validé. Non, ouais, c'est plutôt une formule de com. Mais comment tu fais pour apéroiser le changement climatique? Donne-nous des exemples de choses que tu fais pour apéroiser le changement climatique. Sans surprise, on fait des apéros, du coup. Et
En fait, l'idée, c'est de se dire que si on veut agir tous ensemble en communauté, il faut déjà qu'on ait des communautés qui soient soudées et qui passent du temps ensemble, qui se sentent bien ensemble. Nous, on a créé ce qu'on appelle notre galaxie de l'action, parce qu'en fait, on a été rapidement surpris de découvrir que plein d'associés qui nous rejoignaient, des milliers, nous écrivaient pour nous dire comment je peux faire plus, comment je peux agir à vos côtés et mettre du temps. Et en fait, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on les a réunis avec des planètes. Donc il y a une planète à Lille, la planète Grand Lille, enfin Hauts-de-France. Et en fait, ces planètes, c'est juste des viviers de gens qui partagent une compétence commune, que ce soit leur métier, traducteur, développeur, juriste, avocat, etc., ou une caractéristique, par exemple, de lieu, donc typiquement la planète Lyon, la planète Marseille, etc., ou une planète d'entreprise. Et ces gens-là, en fait, ils sont à disposition pour mettre leur temps, leurs compétences au service de Time for the Planet quand on a des besoins. Et ensuite, on crée ce qu'on appelle des comètes. Donc, on ne prend pas de drogue et on reste juste dans la sémantique. Et les comètes, c'est donc des besoins qui doivent être adressés pour aider Time for the Planet. Par exemple, traduire notre site dans toutes les langues du monde. Et là, on mobilise les gens qui sont dans cette planète et on leur dit, voilà, si certains d'entre vous veulent nous aider pour traduire en polonais, c'est parti. Et donc, les gens se mettent à disposition et en fait, on arrive à fédérer comme ça. Et tout ça est vraiment teinté d'apéros très réguliers. Voilà, ça permet de garder les gens aussi motivés, qui se connaissent, qui fassent des choses ensemble dans la joie et la bonne humeur. Dans nos premières réflexions qu'on a eues dans le cadre du comité Grand Lille, il y a 2 thèmes qui étaient ressortis très forts autour du climat. On se disait, on veut avancer dans la joie, parce qu'effectivement, à force d'avoir l'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, ça ne nous pousse pas trop quand même à avoir envie de faire bouger les choses. Donc on voulait vraiment travailler dans la joie autour de ce thème-là, ce qui n'est pas toujours facile d'ailleurs. Et on voulait travailler dans l'inclusion. Et là, par contre, on se pose beaucoup plus de questions, de savoir comment on arrive à toucher tout le monde. Et donc, est-ce que vous, chez Time for the Planet, vous arrivez à toucher tout le monde, ou ça reste quand même encore très, alors pas géolocalisé géographiquement, mais sur une catégorie de personnes? Honnêtement, non, on n'arrive pas encore à toucher tout le monde. C'est vrai que c'est difficile parce que tout le monde n'a pas les mêmes priorités au quotidien. Nous, on est là, on parle tranquillement entre privilégiés. C'est vrai, on n'est pas en train de se demander comment on va manger ce soir. C'est ça la grosse différence. Mais pour autant, ce qui est important, c'est que le climat, c'est quand même d'abord un enjeu de justice sociale. Et on ne s'en rend pas forcément compte, mais le sujet, il est aussi là. Ceux qui vont le plus morfler, qui vont le plus souffrir et qui vont le plus être exposés à ça, et c'est déjà le cas, ils sont très nombreux sur Terre de manière générale, c'est ceux qui justement ont moins les moyens et qui sont dans des conditions plus compliquées socialement. Donc c'est un enjeu de justice sociale et il ne faut pas du tout penser que c'est un truc qui n'est réservé qu'à une élite et qui ne concerne qu'une petite partie de la population un peu bobo. En fait, au contraire, c'est un sujet majeur. Je pense que l'exemple le plus parlant, et moi qui me touche beaucoup, il n'est pas forcément joyeux pour le coup, mais il y a 4 ans, quand on a commencé à discuter avec des scientifiques, on a rencontré plein de gens du GIEC et à chaque fois, il y a au moins 1 sur 2 qui nous disait la même chose. En fait, si on ne s'occupe pas du climat, dans 10 ans, ici en Europe, il y aura des pandémies et des guerres. Bon, voilà. Arthur, je suis allé voir mes complices là en leur disant mais c'est quoi les bonnes questions à poser à Arthur? Et je reconnais bien Thierry Cardinal. Thierry me dit mais Arthur, c'est quoi ton rêve? C'est quoi mon rêve? Ça c'est la question, la grande question en effet. Mon rêve, c'est juste de sentir que j'ai fait le maximum pour être aligné, pour être heureux et pour être prêt à mourir sereinement. Voilà. Le jour où je serai vieux, j'espère. Mais ça, c'est beau, tu nous en as parlé hier, c'est une démarche qui est très profonde et très personnelle, et merci de nous la partager. Ton rêve par rapport à Time for the Planet? Le rêve de Time for the Planet, c'est qu'on ait pu participer à inspirer aussi une évolution de la manière dont on conçoit l'économie, de manière générale, qu'on ait pu participer vraiment à freiner le dérèglement climatique, parce qu'il faudra des millions d'initiatives dans tous les sens, et toutes ces initiatives vont s'entraider. C'est la base, il n'y aura pas une initiative phare qui va solutionner le problème. Et pour nous, ça serait bien de montrer que l'entreprise doit évoluer, que maintenant elle doit se mettre en phase avec les grands enjeux de notre siècle. Elle est donc très phasée avec les enjeux du siècle passé, ça marche bien. Mais par contre, on a des nouveaux enjeux et il faut que l'économie évolue, et notamment qu'on ait des nouveaux indicateurs, parce que là, on n'a que des indicateurs financiers pour nous guider aujourd'hui. On voit bien que ça nous emmène à faire plein de choix qui ne sont pas toujours les meilleurs pour notre futur, pour notre présent aussi. Donc il faut absolument qu'on fasse évoluer l'économie dans son ensemble, qu'on fasse évoluer les modèles d'entreprise, qu'on mette tout ça au service de nouveaux indicateurs qui soient peut-être des indicateurs pas aussi palpables aujourd'hui, mais justement qu'on les rende plus palpables, qu'ils soient extra-financiers mais qu'ils aient autant de valeur. Typiquement, l'impact carbone, pour nous, c'est hyper important. C'est pour ça qu'on a créé ce fameux dividende climat. Donc pour nous, c'est aussi ça, et ça serait ça le rêve, c'est de dire, ouais, on a réussi à
à montrer qu'il est possible d'entreprendre autrement, que l'entreprise peut avoir un rôle dans cette lutte contre le dérèglement climatique et que chacun d'entre nous peut jouer ce rôle. L'entreprise, c'est assez triste de le dire, mais aujourd'hui, dans notre code civil, en gros, c'est des gens qui se réunissent pour générer des profits et se partager des dividendes en les maximisant. C'est ce qui est écrit, vraiment. C'est pas ça une entreprise. Une entreprise, c'est des gens qui décident, parce qu'ils ont une croyance commune justement très forte, de se mettre ensemble, de se regrouper et d'essayer de résoudre un problème, d'essayer de participer à un truc intéressant qu'ils trouvent sensé et pour lequel ils ont envie de se rendre utile. Et tous les parties prenantes d'une entreprise devraient fonctionner comme ça, des actionnaires aux employés, aux clients, tout le monde. On devrait se dire, moi j'ai envie de contribuer à ça sur cette terre, j'ai envie que ma vie elle serve à ça. Et donc, je vais me mettre au service de ça avec cette entreprise-là parce qu'ils ont une valeur que je partage et parce que me lever pour cette boîte-là, ça fait sens pour moi. Et je pense qu'on a un peu perdu ça et ça serait cool qu'on retourne dans cette direction-là. Hier, tu m'as amusé parce que tu as dit un truc, je n'avais jamais pensé à ça. Tu as travaillé dans une entreprise lucrative sans but. Oui, il y en avait un peu trop, ouais. Ouais. Tu veux développer cette formule? J'avais jamais perçu les choses comme ça. Entreprise à but non lucratif, une entreprise lucrative sans but. Toi, tu dis que ce changement, c'est que d'abord il y a le but. Ben ouais, ça c'est même pas un changement. On réinvente rien. Hein. Ça devrait être comme ça depuis toujours, mais c'est vrai que parfois on se perd un peu dans des modèles, dans des schémas financiers qui nous contraignent et qui nous obligent à. C'est un peu un couteau à cran d'arrêt. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que l'appellent un certain nombre de gens avec qui j'ai la chance de discuter. On se met dans des obligations financières qui nous amènent à devoir produire toujours plus de produits, à faire toujours plus de choses qui ne sont pas forcément utiles et à moins se poser la question de ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Parce qu'une fois qu'on fait ça, on a des employés, on a des gens et c'est compliqué. Donc en effet, il y a beaucoup d'entreprises lucratives sans but. Il y a moins d'entreprises à but non lucratif. Et ça serait bien. Et donc ici, là, dans la salle, il y a un certain nombre de décideurs. D'ailleurs, pas que dans les entreprises, puisque le comité Grand Lille, c'est la réunion des décideurs de tous les univers, je l'ai dit. Hein. Mais celles et ceux qui sont plus clairement confrontés à cette problématique économique, comment tu les aides à justement inverser les choses? Parce qu'on est tous d'accord là-dessus. Enfin, je veux dire, pas une personne ici dans la salle qui va dire bah non, c'est des conneries. Sauf qu'on est beaucoup à chercher comment opérer. Bah, c'est hyper dur et j'ai pas de réponse toute faite, hein, ça serait mentir, je ne sais pas. Et en fait, j'ai aussi en ce moment on discute beaucoup avec des CEO ou des PDG du CAC 40, donc c'est super enrichissant pour moi aussi parce que je vois leurs problématiques de front et ils en ont beaucoup. Ces gens-là, ils veulent changer, ils cherchent à changer. La plupart sont vraiment sincères, ils ont compris le problème, mais en effet, ils ont un milliard d'injonctions contradictoires comme nos politiques. Donc c'est très difficile. Je pense que la meilleure manière de les aider, c'est de faire des trucs de notre côté avec les moyens dont on dispose et de démontrer qu'on peut proposer d'autres voies, d'autres alternatives, les rendre désirables, les rendre sexy, parce que nous, on a peut-être moins de contraintes, on peut se permettre d'essayer des choses. Et puis après, je pense qu'il faut qu'ils soient courageux et qu'ils essayent des trucs et ils vont pas réussir tout du premier coup, il y aura plein d'échecs, mais en fait là c'est de l'essai-erreur à haute fréquence et il faut qu'on aille vite, donc je pense qu'il faut tenter des trucs du mieux qu'on peut. Et alors donc comme ça on va passer sur la deuxième partie de cet échange et puis on pourra prendre une ou deux questions dans la salle si vous le souhaitez. Et Garance, si tu as envie de poser des questions, le micro n'est pas juste ici. Arthur, moi j'ai compris sur Time for the Planet qu'il y avait deux moyens d'opérer. On investit dans des boîtes innovantes, c'est pour ça que vous levez de l'argent. Vous avez levé combien aujourd'hui? On a 10 millions en tout d'argent signé. Ouais. Bon, et donc cet argent, vous l'investissez dans des startups? Ouais, on co-crée des boîtes du coup. Ouais. On va chercher des entrepreneurs qui portent une innovation structurante pour décarboner l'économie. On l'a fait déjà sur 3 boîtes, on a reçu 700 dossiers d'innovation. On a un long processus de sélection avec un comité scientifique, avec de l'intelligence collective, on a 4000 évaluateurs. On va tester des candidats CEO qui sont donc des entrepreneurs qui postulent pour prendre ces boîtes, enfin prendre ces innovations et en faire des boîtes viables qui se déploient à grande échelle. Et après, nous, on injecte aussi l'argent pour faire cette connexion, pour financer le démarrage. Et après, on veut financer jusqu'à 10 millions. On ne dépassera pas 10 millions de financement par boîte, mais le but, c'est de faire en sorte que ces boîtes elles puissent ensuite grandir d'elles-mêmes. Tu as un ou deux exemples sur ces 3 startups là, dans lesquelles vous avez co-créé? Bien sûr. Alors, une des boîtes sur lesquelles on est allé s'appelle Beyond the Sea. C'est porté par Yves Parlier, le navigateur. Et donc, l'idée, c'est de dire qu'on n'utilise plus du tout le vent aujourd'hui pour le transport maritime. Donc, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'aujourd'hui, la marine marchande, si c'était un pays, ce serait le 6e plus gros pollueur du monde. Donc, c'est énorme en termes de quantité de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, on n'utilise plus le vent pour décarboner la marine marchande. Pourtant, on a énormément progressé sur le vent. Typiquement, donc, Yves Parlier,
lui, il s'intéresse à ça depuis 10 ans, ça fait 10 ans qu'il travaille sur les vents. Il se rend compte qu'on sait beaucoup mieux adresser le vent, utiliser les vents notamment en haute mer, et on sait utiliser le vent de différentes manières en faisant par exemple certains mouvements. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé des voiles de kite géantes qui sont pilotées par une intelligence artificielle. Donc tout ça est déployé sans intervention humaine, ça se met à l'avant des bateaux, ça déploie la voile de kite qui monte très haut, qui va chercher des vents très puissants, qui fait des 8 pour ceux qui font du kite, pour bénéficier d'un maximum de puissance de vent. Ça calcule aussi la route pour garder les itinéraires où il y a le plus de vent. Et donc ça pilote tout automatiquement et ça rapatrie la voile en fonction quand il y a besoin. Ça fait baisser de plusieurs dizaines de pourcents la consommation des navires. Aujourd'hui, ils font des voiles de plusieurs centaines de mètres carrés. Le but, c'est de faire des voiles de plusieurs milliers de mètres carrés, 3000 mètres carrés dans quelques années, pour équiper des tankers de 400 mètres de long. Donc ça, on a investi dessus parce qu'il a démontré que ça fonctionne sur des bateaux d'une certaine taille. Maintenant, il faut changer d'échelle. Et pareil, il avait besoin d'un CEO, il avait besoin de commercialiser. Lui, c'est un ingénieur passionné. C'est pas un CEO. Une autre boîte que je peux vous prendre, il y en a 3, donc ce sera vite fait, mais s'appelle Leviathan Dynamics. Donc eux, ils ont inventé un système pour produire du froid. Donc aujourd'hui, la production de froid, pareil, on le sait pas, mais ça utilise des gaz HFC, qui sont des gaz fluorés. Ces gaz, en gros, ça représente l'équivalent de l'aérien en termes de pollution dans le monde. Donc pareil, c'est considérable. Et on ne sait pas faire de froid sans ces gaz-là. Eux, ils se sont dit, c'est des ingénieurs en thermodynamique des fluides, ils se sont dit, on est sûr qu'on peut le faire avec de l'eau. Et donc, ils ont creusé ça pendant 10 ans. Et ils ont réussi à le faire avec de l'eau en circuit fermé. Donc, je vous la fais courte, mais en gros, ils mettent l'eau sous vide. Donc, quand on met l'eau sous vide, on force sa température d'évaporation, on fait baisser la température à laquelle l'eau s'évapore. Si vous faites cuire vos pâtes en haut de l'Everest, l'eau bout à 80 degrés, pas à 100. Là, ils poussent ça très loin et ça leur permet d'arracher les calories pour faire tomber l'eau qui reste liquide. Il y en a une partie qui reste liquide à des températures très froides et produire du froid. Donc, ils consomment 30% d'électricité en moins et ils n'utilisent plus aucun gaz nocif pour le climat. Bon, ça, c'est pareil. C'est incroyable. Il faut absolument le déployer parce que quand on fait, par exemple, des vaccins, on a besoin de produire du froid. Dans l'alimentation, on a besoin de produire du froid. Quand on fait de la clim industrielle, on a besoin de produire du froid. Et donc ça, par exemple, ça a très bien démarré. On a mis Naoufel en CEO et tout de suite, il a vendu. Là, le premier client, c'est Ariane. Et c'est des contrats en plusieurs centaines de milliers d'euros. Et donc, ils avaient besoin de ça parce qu'eux, ils faisaient de la R&D. Ils étaient sous perfusion de subventions depuis 10 ans et ça se passait très bien. Mais ils n'étaient pas du tout passés dans une phase de déploiement. Et ils avaient besoin d'un entrepreneur pour le faire. Merci. Super, c'est concret. Je vois le temps qui tourne, mais je voudrais quand même te poser une question sur la dimension communautaire, la dimension de l'intelligence collective, puisque je le disais tout à l'heure, ce comité Grand Lille, c'est une tentative d'intelligence collective permanente. Jean-Pierre en a parlé tout à l'heure. Raconte-nous justement, parce que tu dis, ça y est, on commence à peser, puisque nous sommes 50 000, peut-être un jour. J'ai pas dit ça. Voilà. Non, mais alors c'est mon interprétation. Ok, j'accepte l'idée. Mais moi, je pense que vous commencez à peser. Mais tu dis, il y a une théorie, c'est que quand tu réussis à lever 10% d'une société, là, tu commences à réussir à faire le changement. Quel conseil tu pourrais nous donner à nous ici, si on est là, c'est qu'on est tous préoccupés par ce sujet. Comment est-ce qu'on peut faire? Il y a 2 millions d'habitants dans ce Grand Lille. Comment on peut faire pour que ces 2 millions, à un moment donné, de personnes aient envie de faire quelque chose pour bouger? Je pense que déjà, sur le sujet du climat en particulier, il faut continuer de sensibiliser. Parce que vraiment, on se rend compte que peu de gens ont vraiment compris ce qui est en train de se passer. Peu de gens ont compris l'ampleur du sujet. Et donc, peu de gens peuvent le voir aussi comme une opportunité. Et je pense que la base des bases, c'est ça. C'est de faire en sorte que les gens aient compris. Et puis ensuite, de leur montrer des possibilités de faire des choses. Nous, ce qui marche très bien et ce qui est vraiment la force de Time for the Planet, c'est que plus on est nombreux, même en tant que citoyens, plus on arrive à ouvrir des portes qui sont incroyables. On va aller chercher des gens qui sont capables d'investir beaucoup plus massivement. Cette année, c'est ça aussi pour nous, c'est qu'on va faire rentrer beaucoup d'entreprises dans Time for the Planet, c'est l'objectif. On va aller chercher aussi des gens qui peuvent nous ouvrir des portes, par exemple dans les sphères politiques, pour nous aider à accélérer sur certaines innovations, etc. Et tout ça, ça se fera jamais si on n'a pas un collectif soudé qui se montre et qui s'assume. Je pense que c'est hyper important ici, sur un territoire comme Lille, d'être capable de dire voilà notre collectif, voilà combien on est, et de dire porter le message. Nous, Time for the Planet, c'est vraiment ça. C'est de dire chacun d'entre nous doit porter le message et chacun d'entre nous est autant responsable du succès ou de l'échec de Time for the Planet parce que c'est pas nous tout seuls qui allons porter ça. Il faut vraiment qu'on fasse des trucs horizontaux
décentralisé, qu'on ait des gens partout qui portent le message, mais aussi qui portent l'action, parce que comme ça, on va pouvoir infiltrer toutes les sphères et transformer partout. Et ça, on voit que ça fonctionne. Aujourd'hui, avec Time, on n'a jamais dépensé 1 euro en communication, mais par contre, les gens qui deviennent actionnaires, ils disent « moi, je suis un ambassadeur de ce projet et j'y vais ». Donc je pense que si vous créez une communauté, que vous l'assumez, vous la montrez et vous dites « voilà, on va fédérer à partir de là », et peut-être que pour l'instant, on est 100, peut-être que pour l'instant, on est 50, mais c'est pas grave. On assume, on s'affiche et on dit, si vous voulez nous aider, ça se passe ici, et chacun d'entre nous est l'ambassadeur de cette communauté. Je pense que c'est vraiment le levier d'action principal, parce qu'en fait, on ne fait rien si on ne se fait pas entendre, si on ne se fait pas connaître. Nous, typiquement, si on n'avait pas des gens un peu partout, on n'attirerait pas d'innovation à nous, on ne pourrait pas trouver les meilleurs innovateurs, on n'attirerait pas d'entrepreneurs à nous, on ne pourrait pas les trouver, ces gens-là, on ne pourrait pas développer nos boîtes dans différents pays. Enfin, tout ça n'aurait pas de sens. Donc tout n'est qu'humain et tout commence par les gens. On se montre et on s'assume. Alors, dernière question, parce que je vois l'heure qui tourne en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, pour Time for the Planet ? Investir 1 milliard. Investir 1 milliard. Bon, ok, allez, on y va. Merci Arthur. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup. On va passer à la séquence suivante. Peut-être ça nous aidera à trouver des idées pour lever 1 milliard. Et puis, comme ça fait déjà 1 heure qu'on est là et qu'on écoute, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on se mette au boulot. Alors j'appelle donc, vous pouvez rejoindre votre place. Garance, tu n'avais pas d'autres questions ? Non, ça va, c'est bon. Bon, super, merci Garance. Et puis Thierry et Jean-Sébastien, si vous voulez bien me rejoindre, là on va passer maintenant au boulot. Alors faites pas attention, le comité Grand Lille, c'est ça rentre, ça vient, ça sort, ça se lève. C'est une maison ouverte. C'est comme à la mairie pour les mariages, vous avez vu, les portes sont ouvertes, donc tous les gens qui veulent venir ici peuvent le faire. Voilà. Et on a notre troisième complice, c'est bon, tu es positif, tu es négatif. Oui, c'est ça. Tu es négatif, Greg. Tu peux nous rejoindre. Voilà. Merci. Ouais, vas-y, tu peux prendre On peut y aller ? Tu peux prendre le manche. Magnifique. Jean-Seb. Moi, je prends déjà un peu la température de la salle, ça va ? Parce qu'il va falloir travailler un petit peu. Il y a des gens qui se rechargent en café, qui font une petite pause technique, allez-y. Effectivement, les portes sont ouvertes pour sortir, puis pour revenir. Parce que maintenant, on va travailler ensemble, se mettre en action. C'est chouette de s'inspirer, c'est chouette d'écouter. Maintenant, l'idée, c'est d'agir ensemble. Donc, merci à ceux qui vont rester. En 2 mots, je me présente très rapidement. Je m'appelle Jean-Sébastien. Attends, il y a des indisciplinés, j'en vois devant moi, là. Si vrai. vous voulez bien Ça peut-être faire vos conversations soit dans l'antichambre, soit les reporter. Merci, c'est gentil. Merci. Merci Sébastien. Quelle autorité. Je m'appelle Jean-Sébastien. J'ai travaillé pendant quelques années dans une petite start-up du Nord qui s'appelle Decathlon. Et aujourd'hui, j'ai mis du coup toutes mes heures de travail, comme le disait Arthur, à la transition des modèles économiques. Et donc, je vous accompagne, vous dirigeants et vos équipes, pour trouver des modèles économiques plus soutenables, plus durables, en rapport avec ce qui nous attend. Je reprendrai juste les mots de Jean-Pierre dans l'introduction, qui faisait un appel notamment aux jeunes qui étaient là aujourd'hui, en disant c'est vous qui allez le vivre le plus longtemps. J'espère que la plupart d'entre nous vivront encore au moins les 20 prochaines années. Donc on est tous concernés. C'est la bonne nouvelle. Je voulais du coup en intro aussi vous remercier parce qu'on est tous bénévoles là ce matin. On prend tous une matinée pour travailler là-dessus, pour se mettre en action. Et pour autant, on sait très bien qu'il y a déjà 1 milliard d'initiatives, Arthur l'a rappelé, et que ce soit des initiatives technologiques ou des initiatives de sens, de fresques du climat, de mobilité douce, de diversification de l'alimentation, de tout ce que, si vous êtes là ce matin, vous connaissez déjà qu'il faudrait mettre en place pour répondre aux enjeux, que ce soit de dérèglement climatique ou de limites planétaires pour les 10 et 20 ans à venir. Il y a énormément de choses qui est déjà en place. Et vous en êtes certainement largement des représentants. Et pour autant, si vous êtes levé ce matin et vous vous êtes dit non mais je viens, je vais quand même donner de mon temps pour ça, c'est que vous avez quand même un espèce de goût de trop peu. Ou en tout cas, peut-être cette idée de se dire que c'est pas suffisant, ça va pas assez vite. Et c'est ça qu'on va vous proposer de travailler juste après avec Thierry qui vous donnera le programme. Moi, ça fait que 10 ans que je suis dans le Nord. J'ai voyagé un peu en France, un peu dans le monde. Et je peux vous assurer, pour ceux qui n'ont pas eu cette chance-là, que les Hauts-de-France, le Nord, est d'une fertilité sur les sujets d'économie circulaire, sur les sujets de changement de modèle économique, sur des sujets d'inclusivité sociale, mais à un niveau que j'ai peu rencontré dans le monde. Et du coup, quand je me suis mis au contact du comité Grand Lille et de cette espèce d'équipe de joyeux de rille,
Je dis, mais oui, mais il y a un truc de dingue à faire, parce qu'effectivement, il y a peu de place dans le monde où on peut mélanger des institutions publiques, des entreprises, des associations, pour qu'ensemble, en fait, on puisse avancer et faire en sorte que ces 1000 milliards d'initiatives de quartier, de je te mets un compost, je te demande de faire plus de vélo et de manger moins de bœuf, et ben que ça puisse rayonner avec de la joie, de l'inclusion, que tout ne soit pas une énorme contrainte insupportable à gérer, avec beaucoup d'optimisme. Bah ouais, moi ça m'a donné envie, quoi. Et du coup, c'est ça qu'on va vous proposer ce matin. Parce qu'on aurait pu faire un énième atelier collectif de post-it en disant qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, il faudrait qu'on, ce serait bien que... Waouh! Puis généralement, tout le monde repart de là en disant bah, ce serait bien que, il faudrait qu'on, quoi. Voilà. Ben, ce matin, on avait envie de faire un truc un peu différent, un peu risqué, on n'est pas tout à fait serein, parce qu'on n'est pas tout à fait sûr de ce qui va sortir ce matin, mais on est comme Arthur, on croit beaucoup dans les gens, on croit beaucoup en vous et dans votre énergie. Et en fait, on va vous demander en 2 temps, que Thierry va vous décrire précisément juste après, déjà de réfléchir à tout ce qui existe sur le territoire, pour éviter de réinventer tout ce qui existe déjà, tout est déjà là. Et puis ensuite, par contre, si vous êtes là ce matin et que vous vous dites ça suffit pas, c'est qu'il y a certainement un certain nombre de freins. Lesquels sont-ils en fait? Et ensuite, comment ce matin on les fait accélérer? Comment toutes ces initiatives, comment en levant ces freins, ça devient plus gros, ça devient plus grand, ça fédère une communauté, ça accélère. Moi, mon souhait à la fin de cette matinée, c'est de me dire que j'ai participé ce matin à quelque chose de grand, avec la joie, avec de l'inclusivité. J'espère qu'on va rire, j'espère qu'il va y avoir du positivité, qu'on va sortir de là en se disant on est peut-être au début de quelque chose, d'un truc qui va être assez ouf. Voilà, c'est ça mon intention ce matin. Et avant de laisser la parole à Thierry pour vous expliquer concrètement ce que vous allez faire, parce que là, pour l'instant, j'ai rien dit, je vais vous demander de vous lever. Et comme c'est un sujet profondément humain, l'intelligence collective, et que vous allez vivre un moment ce matin humain avec les gens qui sont à votre table, je vois qu'il y a certaines tables qui ont été désertées. N'hésitez pas à du coup vous déplacer pour aller avec d'autres humains. Et je vais vous prendre juste 30 secondes et vous allez vous retourner, non pas vers moi, mais vers ceux qui sont autour de votre table. Allez-y. Et juste regardez-vous. Prenez le temps juste de vous regarder. Ouais, je vois des sourires, je vois des rires. En fait, ça commence par ça. Juste regardez-vous en silence. En silence, observez-vous juste quelques secondes. Et vous allez pouvoir vous applaudir très fort et je vais passer la parole à Thierry pour la suite. Merci beaucoup à tous et à toutes. Ok, vous allez pouvoir vous rasseoir si vous voulez. Alors, je pense que le message est clair. Ouais, voilà. Merci. Je pense que le message a été assez clair. Donc l'objectif ce matin, c'est absolument pas de réinventer une énième action pour lutter, en tout cas pour lutter contre ce que le climat nous demande de faire. Et c'est pour ça que c'est un peu différent, parce que franchement, vous auriez pu attendre de vous asseoir à ces tables et de dire, OK, on prend des post-it et qu'est-ce qu'on va mener comme action pour ? Et en fait, le constat et nos convictions, presque même, j'ai envie de dire, quand on en parle avec Garance, avec Greg, avec Jean-Seb, avec Seb, tout ça, on se dit, mais il y a presque une colère de dire, mais c'est dingue d'imaginer qu'il y a autant de choses qui existent sur cette métropole et que malgré tout, nous ne sommes toujours pas ni à la hauteur, ni au rendez-vous, et que toujours, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et donc, en fait, notre conviction profonde, comme on vous l'a expliqué, c'est de dire, mais s'il vous plaît, arrêtons la machine à projet, regardons, prenons le temps d'observer en fait ce qui existe déjà et de se poser la question de dire, mais ça, c'est tellement génial, mais pourquoi c'est pas à la hauteur ? Et comment collectivement on peut accélérer et mettre à la hauteur. Et je trouve que franchement c'est le message récurrent depuis ce matin. Jean-Pierre a commencé par on n'y arrivera pas tous ensemble, et on partage ça à fond. C'est vraiment, on pense, la nécessaire coopération. Et en fait on dit ça toujours, et encore une fois on n'y arrive pas, quoi. Et en fait on n'y arrive pas peut-être, je me suis dit ça tout à l'heure quand tu as parlé, Seb, je sais pas où tu es, Seb, mais c'est peut-être parce qu'on image un peu trop les choses, et notamment, Seb vous a dit tout à l'heure, il faut laisser les flingues au vestiaire. Et moi, j'aimerais juste clarifier ça, parce qu'en fait, c'est une image, et ça fait rire quand on dit qu'il faut laisser les flingues au vestiaire. Moi, j'ai envie d'être plus clair que ça. Je pense qu'il faut laisser les égos au vestiaire, il faut laisser les intérêts personnels au vestiaire, et il faut enfin travailler collectivement en se disant, on est là, mais pour répondre à une urgence. Et donc oui, il faut laisser les flingues au vestiaire, mais il faut surtout avoir envie de travailler ensemble et de travailler pour l'intérêt général. Il faut casser ces silos.
La deuxième chose, c'est qu'on passe notre temps à dire, et encore une fois, c'est une image, on n'arrête pas de dire, il est temps de créer des ponts entre nos différents mondes. Mais pas du tout, en fait. On n'a plus le temps de créer des ponts. Ça prend beaucoup trop de temps de créer des ponts. Il ne faut pas créer des ponts, il faut supprimer les espaces entre nos mondes. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. Encore une fois, on va se dire, mais il faut mettre un archi, il faut mettre des ingénieurs pour faire des ponts. Mais pas du tout. On n'a plus le temps de ça. On n'a plus le temps. Supprimons les espaces, superposons-nous. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. Donc oui, la coopération, mais la coopération, ce n'est pas simplement un rêve, c'est une obligation nécessaire. Et c'est pour ça qu'on est avec vous ce matin. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'on prend du temps et qu'on essaie, encore une fois, de prendre ce micro pour dire « Mais bon Dieu, quand est-ce qu'on va le faire, quoi ?» Et j'espère à partir de ce matin. Bref. Du coup, deux choses en termes de posture, s'il vous plaît, c'est soyez audacieux, soyez ambitieux. Pareil, on le dit toujours, alors je vais essayer de vous expliquer pourquoi on vous demande de l'audace et de l'ambition. C'est parce que quand on va quitter cette salle, croyez-moi, il y a plein de gens qui vont être là pour raboter ce qu'on va faire ce matin. C'est sûr, ça se passe toujours comme ça. Donc du coup, si on est très ambitieux et très audacieux, quand on va raboter, il restera de l'audace et de l'ambition. Si on est moyennement audacieux et moyennement ambitieux, ben, il ne restera plus rien. Donc s'il vous plaît, levez très très fort le curseur de l'audace et l'ambition, parce que c'est comme ça qu'on aura enfin un projet magique et qui va pétiller. Première chose. Deuxième chose, s'il vous plaît, c'est aussi le principe de désaccord fécond. On passe trop de temps en fait à se dire qu'on est d'accord. Ouais, mais donc du coup, il ne se passe rien. Alors que quand on n'est pas d'accord, au moins on ouvre le dialogue. Et donc s'il vous plaît, ce matin, 1, ne soyez pas d'accord entre vous sur vos tables. 2, soyez ambitieux. Et 3, soyez audacieux. Et une fois qu'on vous a dit ça, vous avez globalement 4 de posture. Alors évidemment, pas de jugement, et de la bienveillance. Mais ça va de soi dans ce comité Grand Lille, donc on ne le répète pas. Mais s'il vous plaît, donc audacieux, ambitieux et ne soyez pas d'accord entre vous. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire 2 séquences, entrecoupées par un temps où on va pouvoir reprendre de l'énergie. La première séquence, vous allez voir sur votre table, vous avez des posters, donc vous allez pouvoir dérouler, vous allez avoir 3 posters. Le premier poster, c'est qu'on ne pense pas qu'il est possible d'imaginer quelque chose, un principe d'accélération, sans prendre le temps de regarder ce qu'on a déjà en fait. Sinon, on repasserait du temps à recréer. Et donc du coup, sur vos posters, vous avez un premier qui est les freins et les ressources. Qu'est-ce que nous avons comme ressources sur cette métropole pour accélérer les projets ? Qu'est-ce qu'il y a comme frein qu'on va devoir lever ? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, voilà, merci Garance. Est-ce que tu peux te lever, Garance, pour montrer ? Comme ça, tout le monde verra bien. Voilà, ça, c'est la fiche freins et ressources. Les 2 autres affiches que vous avez, c'est un parcours qu'on a baptisé pour l'instant le parcours du climat. Et en fait, ce que nous, on imagine, c'est que les projets qu'on vous a donnés juste avant, donc ces fameuses pépites qui existent déjà, mais qui malheureusement ne nous permettent pas d'être au rendez-vous ni à l'échelle, qu'est-ce qu'on leur propose comme parcours pour être accélérés ? En fait, franchement, c'est ultra simple. Vous imaginez dans votre tête un projet où vous dites « mais ça, c'est génial ». Et vous dites « mais quelles sont les étapes qu'on va pouvoir lui proposer à ce projet, cette métropole, pour très vite, dans un temps court, accélérer, être au rendez-vous et être à l'échelle ». Et donc nous, pour l'instant, on pense que c'est une succession d'étapes par lequel le projet va devoir passer pour accélérer et être au rendez-vous. Et en fait, ce matin, on ne va pas du tout se poser la question de mais qui va porter le parcours, comment on va le financer, comment on va le gouverner, pas du tout. Ce matin, on n'est pas sur le comment, on est vraiment sur le quoi. C'est quoi l'objet qu'on a envie de créer, cette espèce d'accélérateur ? L'image qu'on utilise souvent ensemble, c'est comment on fait pour passer d'un escalier à un escalator. Comment on fait pour passer de je remonte en pot de phoque à je prends un téléphérique. C'est vraiment ça l'idée. C'est quoi ce téléphérique ? On a l'ambition de dire on est capable sur cette métropole d'accélérer les projets, mais on ne sait pas par où on va passer. On ne sait pas les étapes par lesquelles il faut passer. Donc on a des ressources, on a des freins à lever, on a des étapes. Donc vous imaginez vraiment, on prend un projet, on le met dans ce parcours et à la fin du parcours, il est à la hauteur, encore plus d'impact et progressivement on arrive au rendez-vous. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou pas ? Ok, très bien. Du coup, vous échangez entre vous sur les tables. D'abord, la première étape, freins et ressources. On fera une pause pour reprendre de l'énergie. Une surprise. Et ensuite, on réfléchira, ok, maintenant qu'on a des freins et des ressources, quel parcours, quelle étape. Et juste après, promis, je lâche le micro. Qu'est-ce qu'on va faire de ça ? C'est important de le savoir avant de commencer. En fait, on va vous épargner quelque chose qui est souvent très désagréable quand on fait ces principes d'intelligence collective, qui sont les 3 minutes à la fin, où vite, il faut finir. On passe le micro dans la salle et vous avez 27 secondes pour restituer ce que vous avez bossé en 1h30. On va vraiment vous épargner ça ce soir. En fait, ce qui va se passer... Enfin, ce matin, waouh. Ça, à mon avis, c'est directement corrélé au niveau de fatigue, je pense.
Donc du coup, ce matin, on va vous épargner ça. En revanche, ce qu'on ne va pas vous épargner, c'est de dire, si vous avez envie de continuer, mais ça, on vous le répétera plein de fois, vous laisserez sur votre table un post-it avec votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, et nous, on s'engage à vous rappeler, première chose. Et deuxième chose, on va se revoir fin juin, le 30, Seb. C'est ça, Seb, hein? Corrige-moi sur la date, le 30. Elle n'est pas encore fixée, mais on va la fixer ensemble. Courant juin, donc on va se voir courant juin, dans lequel on va vous faire un énorme parcours du climat en prenant l'ensemble des étapes que vous nous aurez proposées ce matin. Ça veut dire qu'on n'est absolument pas dans l'exclusion de ce que vous allez faire. On ne va absolument pas voter pour dire cette table-là, elle a mieux bossé que cette table-là, pas du tout. On va prendre l'ensemble de la matière, on va en faire des étapes, et on se retrouvera au mois de juin. Et à ce moment-là, il sera temps de se poser, OK, comment on fait ça, qui gouverne, qui finance. Et comme on aura peut-être commencé à lever le milliard pour Time for the Planet, peut-être qu'il pourra nous filer un coup de main à ce moment-là. Alors on commence, pour être précis et vous aider, parce que je sais ce que c'est aussi qu'être à une table et se dire, bon merde, qu'est-ce qu'il a dit au fait? Petit 1, nous commençons par la grande fiche. Quelqu'un peut la remontrer s'il vous plaît. Celle-ci, les ressources et les freins. C'est quoi les ressources sur le territoire que je connais qui peuvent aider la lutte sur ce sujet-là? Et c'est quoi les freins auxquels on est confronté tous les jours pour que le sujet progresse? On se donne 15 minutes. On va vous laisser quelques secondes pour coucher vos dernières idées, finir vos discussions. Et puis on va passer un court témoignage inspirant pour lancer le sujet d'après. On vous laisse 20 secondes pour terminer votre discussion et poser vos dernières idées. Et ensuite, on passe au témoignage. Merci. Merci beaucoup. Du coup, j'ai le plaisir, pendant une grosse dizaine de minutes, un petit quart d'heure, d'accueillir une des personnes qui m'a accueilli dans cette start-up du Nord quelques années, qui est Decathlon, avec François qui va venir nous raconter son projet. Et on a choisi de le positionner à ce moment-là parce que pour le petit groupe que l'on est, ça représentait très très bien ce que vous avez travaillé là, l'utilisation de ressources actuelles, le fait d'essayer de lever des freins pour mettre en place une initiative concrète dans un temps relativement court, vous allez voir, et sacrément ambitieuse. Est-ce que, Jean-Seb, je t'interromps parce que je suis juste, moi, le taulier de la maison. Sympa. Je propose qu'on fasse silence. Il faudrait que tu me dises comment tu fais, parce que moi, j'y arrive pas. Attends une seconde. Non, mais c'est juste une question d'habitude, et j'ai aucun reproche à faire à qui que ce soit, mais j'ai observé depuis que je m'occupe du comité Grand Lille que vous continuez des conversations qu'on vous a demandé de commencer. C'est juste normal et logique. Là, maintenant, c'est le moment de les arrêter. Il y a encore des gens debout qui... Alors, j'arrive pas à voir c'est qui. Voilà. Bah non, pas toi. Voilà. Mais c'est aussi ça le comité Grand Lille. On ne peut pas dire c'est le lieu de la rencontre et de l'échange et dire aux gens arrête ta conversation. Mais je pense que là, on va vivre un moment important avec François. Et je voudrais qu'on prenne toute la puissance de ce que Jean-Seb est en train de nous dire. Merci. Merci à toutes. Moi, j'ai fini. Donc, je passe la parole à François et puis peut-être juste en un mot te dire qui tu es. Oui, volontiers. Je suis très content d'être là aujourd'hui avec vous. Moi, c'est François, j'ai 26 ans. Ça fait 3 ans et demi que je travaille chez Decathlon. Et je suis co-leader du partenariat Jeux Olympiques Paris 2024. Donc, j'accompagne mon patron à cadrer la stratégie de ce partenariat que Decathlon a pris au mois de juillet dernier. Du coup, tu as lancé le truc, la JO 2024, le partenariat avec Decathlon. Du coup, c'est peut-être l'origine du projet, l'élan qui a motivé le sujet. Oui, alors je pense que l'élan est intéressant, la genèse du projet est intéressante. Je vais parler au nom de mon patron. Il n'a pas pu être là aujourd'hui, donc je vais présenter parce que c'est lui qui a pris ce projet-là. Donc Philippe Sey, qui est à l'origine de ce projet-là. En fait, à la base, c'était pas du tout les jeux, son projet. Son projet, c'était de relocaliser et de refaire vivre des industries en France. Il était ingénieur produit. Pour ceux qui connaissent un peu Decathlon, ingénieur produit, c'est un métier très répandu. Souvent, on commence par ce métier-là. Et il avait cette volonté de pouvoir relocaliser. Pour ça, il s'est mis en contact avec un industriel peut-être que vous connaissez, qui s'appelle Union Textile de Tourcoing. Quand vous allez sur la chaussée Watt à Tourcoing, il y a anciennement toutes les grandes usines du Nord. Il n'en reste plus beaucoup. Union Textile de Tourcoing fait partie de ces usines qui ont survécu. Et donc, Philippe s'est associé avec Grégory pour créer une usine de bonnets tricotés 3D qui permettait de relocaliser.
Chez Decathlon, ça a été compliqué en interne parce qu'en fait, chez nous, on ouvre des industriels qui ont plutôt entre 2000, 3000 personnes, plutôt situés en Asie, donc avec des processus où nous, on va faire des audits, où c'est compliqué. Là, on ouvrait un tout petit truc avec beaucoup d'investissements, avec très peu de personnes, puis en fait, peu de rentabilité, hors processus. Donc forcément, quand on fait des choses nouvelles qui changent, c'est compliqué et ça lève beaucoup de freins dans une organisation qui est, si vous connaissez Decathlon, réputée pour changer beaucoup, être agile, mais qui reste pour autant une grosse organisation et qui du coup, voilà, avec ses processus internes, voilà. Donc Philippe, il a monté cette usine-là. Aujourd'hui, il y a 40 personnes qui travaillent pour à peu près 3 à 5% de la production des bonnets Wedze. Donc si vous allez en magasin Decathlon, vous trouverez des bonnets tricotés 100% en France, ici à Tourcoing. Philippe, s'il était là, il serait très fier de vous raconter cette histoire-là. Puis ensuite, il y a eu le Covid. Le Covid est arrivé, on s'est tous mis à faire des masques. Il s'est dit, punaise, on a ces machines à tricoter, on est capable de faire des masques, faisons des masques. Il a été aussi avec une entreprise qui s'appelle Résilience, un atelier d'insertion, où on a fait des masques aussi à cette époque-là. Et puis Résilience nous a dit, on a entendu qu'il y avait un appel d'offres sur les Jeux Olympiques, et on a entendu que Decathlon avait refusé 3 fois. Donc vous comprenez dans la logique de Philippe d'être opportuniste, hein, le Covid, les masques, je fais du business, en plus qu'il y a du sens, etc. Puis là j'entends que les Jeux Olympiques sont refusés 3 fois, tiens c'est intéressant, pourquoi on a refusé, voilà. Et puis on entend dire que Paris 2024 c'est une édition des Jeux qui est un petit peu différente, qui se veut renouveler un peu le modèle des Jeux, qui se veulent des Jeux beaucoup plus écologiques, qui veulent des Jeux beaucoup plus sociaux, qui veulent des Jeux ouverts à tous. Nous, on se dit ouvert à tous. Bon, le sport accessible au plus grand nombre, c'est quand même notre sens, ça nous parle. On entend dire que 95% des infrastructures sont déjà construites, que finalement l'impact CO2 va être entièrement compensé, en tout cas dans la volonté de Paris 2024. Donc cette volonté, nous on sait ce que ça veut dire chez Decathlon, entièrement compensé. On se dit waouh, c'est ambitieux, mais l'intention est là, ça nous parle, on a peut-être envie de participer à cette initiative-là. Et donc Philippe nous dit, oula, en fait ce projet-là, peut-être qu'on ne peut pas le laisser passer. Du coup, à partir de ce moment-là, il s'empare du projet. Il se dit, on va monter un dossier de candidature. Donc ça, c'était à peu près en août 2020. Et donc, il a bataillé aussi, parce que dans l'ADN de Decathlon, vous connaissez l'entreprise, c'est pas vraiment dans notre ADN de faire du marketing, de la communication, de s'associer à des grands événements. C'est un peu nouveau. Depuis 1 an et demi, on a quelques grands partenaires qui arrivent, dont les Jeux. Et donc, en interne aussi, ça remue beaucoup. Pourquoi on le fait? C'est quoi le sens? En fait, pourquoi on investirait autant de millions, hein, parce que c'est des montants qui sont plutôt autour du million, dans du marketing, dans la communication, qu'est-ce que ça nous rapporte? On dit toujours chez Decathlon combien ça coûte, combien ça rapporte. Ben voilà, il a fallu justifier ça, et en termes de marketing communication, c'est des exercices qui sont compliqués à faire. Donc Philippe, il se lance dans cette aventure-là, et donc il monte une équipe qui est chargée de faire vivre le rêve des Jeux à tous, pour construire le Decathlon de demain. Donc se servir des Jeux Olympiques comme un levier pour accélérer les initiatives. Alors le gros avantage des Jeux, c'est qu'en fait c'est 2024, et qu'en 2024, il y a un concert mondial qui se joue, et tout le monde va nous regarder jouer, et donc en fait on n'a pas trop le choix d'être avancé là-dessus, de travailler sur les accords de Paris, de travailler sur le social, etc. Donc, bon, voilà, Et justement, par rapport à ce que tu viens de dire, Decathlon, pour ceux qui ne le savent pas, a un programme assez ambitieux aussi en termes de plan de transition, de son modèle économique, de son impact carbone, etc. Il est public, vous pouvez le voir sur decathlon.fr si vous voulez. Mais là, effectivement, il y a une notion de timing. Et du coup, j'avais envie de te dire en quoi ça aide à lever les freins, de se mettre un petit peu sous contrainte quand même. Ouais, très intéressant. Alors déjà, la première chose, c'est que je me sens tout petit pour parler de ce sujet-là, parce que comme tu le dis, il y a énormément de personnes chez Decathlon qui travaillent sur ce sujet-là et qui sont beaucoup plus qualifiées que moi. En tout cas, notre volonté aujourd'hui, c'est d'abord d'appliquer la base de ce qu'on fait chez Decathlon, c'est l'éco-design. Donc c'est concevoir des produits à minima 10% avec moins d'impact carbone, 10% en moins que par rapport à un produit classique. Ça, c'est la première chose. Du coup, on doit trouver des nouvelles solutions. On crée une offre de produits, mais du coup, en fait, comment on arrive à la rendre moins carbonée? On a la volonté de pouvoir produire plus en France. Il faut savoir que produire en France, on a un mix énergétique qui est très intéressant, qui est 10 fois inférieur en termes d'impact carbone que celui de la Chine, par exemple, et que l'impact carbone d'un produit se retrouve surtout dans les énergies de transformation, donc en fait en usine. Donc pour nous, c'est intéressant de faire ça. Donc on travaille sur la relocalisation aussi. Et puis on travaille aussi sur toutes les autres manières de rendre le sport accessible, c'est-à-dire la location, la seconde vie, l'abonnement. Et en fait, le grand avantage de cette échéance-là, c'est que les initiatives qui existent déjà chez Decathlon,
elle profite de ce booster-là des Jeux de Paris 2024 pour dire « Ok, c'est peut-être pour moi l'opportunité de me mettre en avant et de faire valoir cette initiative que j'ai. » Je pense à Luc, qui est en Belgique, qui a une initiative qui s'appelle WePlay Circular. C'est un système d'abonnement, donc très rapidement, vous payez 20, 40, 60 euros d'abonnement mensuel chez Decathlon et vous avez accès à un volume d'achat. C'est-à-dire que pour 40 euros, par exemple, vous avez 1000 euros de volume d'achat possible chez Decathlon. Ça veut dire que chez moi, je peux posséder 1000 euros. Donc par exemple, moi j'habite sur la côte, il y a du vent ce week-end, j'ai envie de faire du kite, je prends une aile de kite, puis lundi j'ai un rendez-vous à Lille important, je prends un vélo électrique, je rends mon aile de kite, je peux prendre un vélo électrique tant que je reste dans ces 1000 euros là. En fait pour Luc, très brièvement, c'est plutôt des tests, ça a été testé en Belgique sur 80 familles à peu près, les résultats sont excellents. Pour Luc, les jeux, c'est un moyen de tester et de passer à l'échelle pour son initiative là. Avec un gros risque pour Decathlon et aussi une énorme opportunité, c'est qu'on sera très très visible, donc très remarqué en bien ou en mal. Donc pour nous, voilà, les opportunités sont aussi grandes que Jean-Seb, j'ai le droit de poser une question? J'ai l'impression que oui, Sébastien. Ça, c'est un vrai sujet, parce que ça veut dire que Decathlon ne va plus vendre d'ailes de kite ou de vélo. Il va en produire moins, il va faire moins de chiffre d'affaires. Il va devenir quoi demain, Decathlon, s'il fait ça? Alors, très très bonne question. Nous, l'enjeu chez Decathlon, c'est de décorréler la courbe de notre chiffre d'affaires avec la courbe du nombre de produits qu'on conçoit. Parce qu'on comprend bien que si on conçoit de plus en plus de produits, dans l'équation, c'est impossible de faire moins de... D'ailleurs, au début, sur l'équation qu'on prenait, on prenait l'intensité au produit, en se disant on réduit l'intensité carbone au produit. Sauf que si on produit plus de produits, forcément... Voilà. Et en même temps, tout en restant cohérent avec notre mission d'entreprise qui est rendre le sport accessible au plus grand nombre. Ce qui n'est pas simple. Avec ce que fait Luc en ce moment, l'avantage c'est que si on passe dans un système locatif, on doit concevoir des produits qui sont beaucoup plus durables, on doit inventer des nouveaux métiers, qui sont des métiers de maintenance, de techniciens, qui récupèrent en magasin. Et donc on arrive à séparer ces deux courbes-là, parce qu'en fait il y a beaucoup plus d'usages, et combien d'entre vous ont par exemple des skis? Et en fait, les skis chez vous, vous les utilisez peut-être 1 à 2 semaines par an pour les plus chanceux. Mais en fait, si on les mettait en location, l'usage de ces skis-là, il serait utilisé de façon beaucoup plus fréquente. Donc Decathlon, oui, on est en train en tout cas d'étudier ces nouveaux business models. J'en sais, tu connais bien ces nouveaux business models-là. Ça ne veut pas dire que c'est l'unique solution qui sera apportée, mais d'ailleurs, il n'y a pas de vérité sur ces choses-là, mais c'est des nouveaux business models qui doivent être amplifiés. Et d'ailleurs, en France, chez Decathlon, on a un chiffre d'affaires qu'on appelle durable. Et nos magasins commencent à être animés là-dessus. Donc c'est le chiffre d'affaires qu'on fait, surtout sur les nouveaux business models, donc la location, la seconde vie, bientôt l'abonnement, j'espère. Tu vois, tout à l'heure, avec Mathieu Ramery qui est là, il nous disait, par rapport aux freins, hein, Mathieu, c'est la dimension du risque dans l'entreprise. Donc comment Decathlon anticipe-t-il le risque pour l'entreprise d'un projet comme celui-là? Un projet comme les Jeux? Non, sur le projet, je ne sais pas comment tu l'as appelé. Oui, Play Circular. Oui. Alors, malheureusement, moi, je crois que ce sera ton prochain invité à la comité Grand Lille, je crois. Mais je ne sais pas si je me trompe, les amis, mais pour moi, on est dans le vrai sujet de l'écologie. Parce qu'on est dans le sujet de la transformation du modèle économique de l'entreprise. Tout à fait. Alors, on peut dire demain, il y a les jeux, il y a plein de choses. Enfin, moi, je suis passionné par ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on t'a invité. Mais il y a aussi cette transformation du modèle économique. Jean-Pierre Letarte nous dit tous les matins, il faut que ça passe du bord au centre. Que ça reste plus à la marge, mais que ça rentre au cœur du modèle économique de l'entreprise. Tout à fait. Et je pense qu'effectivement, François qui est là, c'est un projet WePlay Circular qui est en lancement, en expérimentation, avec déjà un déploiement qui est prévu, mais je ne pense pas que François ait toutes les infos pour répondre à ces questions-là. Mais en recentrant, et pour terminer peut-être l'échange sur ces jeux, ça permet de booster d'autres choses. Cette notion de timing, et du coup on sait que culturellement pour une grande entreprise, que ce soit Decathlon ou autre, avec son court terme à délivrer, ses emplois à protéger, son modèle aujourd'hui à continuer le temps comment ça s'intègre dans la culture en fait, ce que vous proposez en termes de vitesse, en termes peut-être même certainement perçu par quelqu'un comme la précipitation, parce que d'un coup l'échéance c'est plus 2030, 2040, on sera neutre en carbone en mode j'arrêterai de boire en 2030, en attendant, on peut faire un petit apéro. C'est quoi là? Comment ça intègre finalement ce changement de culture? Alors ce que tu mets en avant là, je pense que nous, ce qui est challengeant pour nous, c'est tout l'aspect gouvernance de notre projet. Chez Decathlon, on a une entreprise qui est très subsidiaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Philippe, il était ingénieur produit.
donc un métier assez classique chez Decathlon. Il s'est retrouvé patron du partenariat, plus directeur d'une usine, parce qu'on a cru en lui, parce qu'on a cru qu'il était au plus proche des conséquences de ses actes, et donc on lui a donné le pouvoir d'assumer ça. Ça, c'est la subsidiarité. Ça veut dire que chaque personne dans l'entreprise est capable de proposer des projets et de les mener. Ça marche très bien, et c'est pour ça que Decathlon est, à mon sens, je ne parle pas au nom de Decathlon, hein, mais de ma petite expérience, forte sur l'aspect environnement durable, parce qu'il y a des gens qui étaient convaincus de ça, qui se sont saisis de ça, à l'image de Isabelle Guyader, à l'image de toi, Jean-Seb aussi, et qui se sont saisis de l'enjeu et qui ont monté. Par contre, le problème c'est que, alors c'est un gros avantage, c'est que dans l'entreprise, il y a une capillarité qui se met en place, il y a beaucoup de gens qui se mettent en place, parce qu'on sait qu'on a les pouvoirs de pouvoir changer les choses, à l'image à la place de mon poste, là où j'en suis dans mon équipe. Par contre, il y a une deuxième chose, c'est quand il s'agit d'avoir de la vitesse. Ça, c'est mon avis personnel, hein, ça n'engage pas Decathlon, mais c'est que parfois la subsidiarité a une limite et que c'est compliqué parfois de ne pas avoir de direction qui viennent descendre et dire bah maintenant on s'aligne tous, c'est par là qu'il faut aller et il n'y a plus le choix entre guillemets. Et parfois c'est cette alternance-là qu'il faut bien trouver. Et 2024, ça nous challenge là-dessus parce que continuer à dire chacun joue de son côté, entre guillemets joue de son côté, avec la responsabilité de ses actes de son côté, ça peut, dans la vitesse qu'on veut amener, avoir une certaine limite, à mon sens. Merci beaucoup. Peut-être on peut ouvrir une ou deux questions pour François, et en attendant peut-être que cette question germe et vous osiez lever la main. Il y a un truc qui me touche particulièrement, parce que j'étais dans cette entreprise il n'y a encore pas longtemps, c'est que vos entreprises regorgent de talents qui sont en capacité de se projeter peut-être parfois plus loin que vous, parce que j'ai ma propre société à côté et je le sais, quand on pilote toute une organisation avec du court terme à assurer, etc., on a parfois du mal à regarder devant. Eh bien, dans vos entreprises, il y a des gens à tout niveau qui savent. Et du coup, il y a, comme François, comme Philippe, comme d'autres, beaucoup d'intérêt, je pense, dans la pérennité de vos organisations, à les écouter, à leur donner de la liberté, de l'autonomie pour tester à toutes petites échelles, avec des risques très faibles, mais qui seront certainement de grandes innovations durables de demain. Pour appuyer ce que tu dis, Jean-Seb, ça fait écho. J'ai fait mon stage de fin d'études chez Toyota. Chez Toyota, on traque les gaspillages, les MUDA pour ceux qui connaissent. Et on peut se dire que le gaspillage, c'est le transport, c'est le fait d'attendre, etc. Le plus gros des MUDA pour les Japonais, c'est la créativité non exploitée. Une ou deux questions pour François, avant de passer à la suite de l'atelier que Thierry viendra vous présenter un peu plus en détail. Tout était très clair. Il y a des timides ce matin dans la salle. Ouais, Fanny. Il faut toujours une première question. Non, juste merci pour votre témoignage. C'est super d'avoir des grands groupes comme Decathlon qui inspirent comme ça dans des témoignages comme le vôtre. Et je trouve que c'est un groupe aussi, j'ai entendu, qui embarque. C'est important que Decathlon embarque, c'est-à-dire d'autres entreprises derrière elle et notamment des startups. Je voulais peut-être vous entendre sur comment vous emmenez ces petites pépites qui travaillent avec vous dans cette transformation et comment elles peuvent aider aussi la grosse boîte qui est Decathlon. Alors, nous, en tout cas, au niveau des jeux et au niveau de ce que je sais, on est souvent ouvert à la collaboration. J'ai peu d'exemples maintenant qui me viennent en tête. Quand je parlais de WePlay Circular, c'est un projet qui est en interne, qui est développé. Nous, ce qui est vraiment, vraiment développé, c'est l'intrapreneuriat. À l'époque, on disait 100 000 freelancers, donc on est vraiment encouragé à avoir des initiatives. Maintenant, je sais que dans l'exercice de vision qu'on a fait chez Decathlon, le terme d'inclusion, il revient aussi beaucoup sur le côté inclure des nouveaux talents et des nouvelles initiatives. Donc je sais que c'est dans notre vision, je sais que c'est dans nos valeurs. Après, encore une fois, c'est à chaque projet apporter ces initiatives-là. Ils ont envie de travailler, je crois. Autre question. À ta gauche. Mathieu. En tant que Decathlon et ex-Decathlon, comment vous faites justement dans cette entreprise engagée pour aller chercher ces talents, aller chercher ces personnes dans votre entreprise qui ont envie? Très intéressant. Je pense que ce qui touche, en tout cas pour moi avoir eu l'occasion de recruter, c'est l'authenticité de notre démarche. Chez Decathlon, on nous pousse vraiment à faire un travail personnel sur nous-mêmes qui est profond pour être aligné avec nos valeurs. Ce qui fait que moi j'ai la chance de pouvoir défendre mes convictions au quotidien. Et donc quand je me présente mon projet, j'ai la chance de le présenter de façon alignée
Et je pense que c'est ce qui fait qu'on est cohérent et que les gens sont sensibles à ça, en fait. En tout cas, quand je parle avec mes potes ou avec des gens qui veulent rejoindre l'entreprise ou pas, d'ailleurs, c'est ce qui, souvent, l'écho qui nous est fait, c'est ce côté alignement, en fait. Je ne pense pas que Decathlon est une entreprise lucrative sans but, tu disais. En tout cas, j'ai l'impression d'être engagé dans une entreprise qui a un but, et c'est ça qui me parle, et je pense que c'est ça qui parle aux gens. Quand on défend un but qui est fort, et peut-être aussi une capacité d'aller vite dans le changement. Chez Decathlon, en tout cas, vu par moi, ça change vite, et donc c'est agréable de se dire qu'on est dans un groupe de 100 000 personnes, mais qui en même temps bouge très vite. Et 100 000 personnes et 1 million de personnes connexes qui travaillent aussi avec nos valeurs. Parce que quand Decathlon, là je me positionne en nous, c'était encore récent. Puis je crois que je connais des gens qui ont travaillé chez Decathlon qui sont partis il y a 10 ans et qui disent toujours nous. Peut-être que pendant 10 ans, je dirais nous. C'est ça aussi, cette puissance de valeurs. Et il y a beaucoup dans les médias, on entend beaucoup parler le retour du sens au travail, le besoin de sens des cadres supérieurs, etc. Et c'est tout sauf bullshit, quoi. Et donc cette notion d'incarnement, c'est pas juste un truc marketing en disant oh là là, dis donc, il y a les 35-45, il faut leur trouver un sens, là, il va falloir qu'on bosse. Aux États-Unis, là, côte Est et côte Ouest, il y a un truc qui s'installe, si vous suivez un peu les médias, qui s'appelle la grande démission. C'est une vague qui ne touche pas encore tout à fait l'Europe, quoique je suis un peu mal placé pour en parler. Et c'est vraiment, c'est là, quoi. Et parce que justement, en relation avec ce que disait tout à l'heure Arthur, bah, le premier moteur, c'est le sens. Et je crois que Decathlon l'a compris, early stage, il y a 47 ans. Allez, on passe à l'étape suivante, à moins que quelqu'un... Je me permets juste de rajouter... Pardon, vas-y. Chez Decathlon, il y a la liberté aussi, comme voilà. Un petit mot de conclusion, je voulais juste insister sur deux choses. Deux notions, c'est l'exigence et la joie. La première, c'est que je pense que pour affronter les défis qui nous sont présentés, il faut avoir une extrême exigence. Une exigence sans compromis, en fait. On n'a plus le temps de réfléchir. Cette exigence, elle peut avoir un côté grave, mais moi, j'ai envie de témoigner qu'elle est très, très joyeuse pour moi, en tout cas. Parce que si vous investissez de façon cohérente avec ce que vous portez, si vous mettez votre élan de vie en avant et que vous faites valoir cet élan de vie dans vos activités économiques du quotidien, en fait, c'est une énorme joie de voir les choses bouger dans ce sens-là. Donc voilà, je voulais juste vous laisser avec ces deux mots. Exigence, d'abord avec vous-même, en fait, avec ce que vous défendez, avec pas se cacher les yeux, et puis grande joie. En fait, quand on répond à cette exigence-là et quand on avance, c'est vraiment une grande joie que de sentir les choses bouger et de les faire évoluer dans le sens auquel on croit. La suite, du coup, donc la suite, c'est vous avez sur vos tables 2 autres posters. Je rappelle que l'objectif, c'est maintenant que vous avez commencé à réfléchir sur les ressources et freins, que vous avez été inspiré et par Arthur et par François, c'est de dire mais quelles sont les étapes qu'on propose en fait à ces projets. Mettez-vous vraiment en logique projet, prenez un projet qui vous touche, et vous dire mais comment on va permettre à ce projet d'accélérer. Donc pour l'instant, on l'a vu en mode parcours. Peut-être que ça sera re-questionné par la suite, mais peu importe, il faut bien commencer par quelque chose. Et donc, ce qu'on vous demande, c'est d'identifier des étapes. Et en fait, vous avez les 2 posters, vous pouvez quasiment les superposer. Le premier, c'est description, avec qui on peut faire ça, quel indicateur de performance, quel objectif. Voilà, c'est un peu ça. Posez un maximum de choses et nous, on fera le job de superposer tout ça. Et donc, oui, ce que je voulais vous dire, c'est que, et ça fait parfaitement la transition avec ce qui vient d'être dit, c'est que nous, on imagine faire ce parcours avec beaucoup de joie, très inclusif, et sur des petites, moyennes et grandes étapes. N'ayez pas peur de dire il faut des moments de rencontre individuels, il faut peut-être des grands projets collectifs, peut-être que vous allez dire il faut la grande messe de l'énergie positive, peut-être, mais peu importe en fait. Posez tout ça sur le parcours, et nous, parce que comme ça m'évitera de reprendre le micro, on va superposer tout ce que vous allez écrire, et on vous proposera donc au mois de juin une espèce de parcours qui reprendra l'ensemble des étapes, et à ce moment-là, on se posera la question de comment on finance, qui porte et qui gouverne. Voilà, merci, et on compte vraiment sur vous, donc ne partez pas, s'il vous plaît, sans avoir mis les étapes. Remercier d'être venus, remercier les jeunes d'être là, c'est bien quand même, hein, les deux, je ne sais pas. On a applaudi les jeunes, très fort, on a applaudi les jeunes.